bonsoir à vous, monsieur Grimal. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Pierre-Yves Rougeron, vous avez reçu sur notre chaîne YouTube l'an dernier pour votre deuxième ouvrage, Une année en jaune, qui était un peu votre carnet de guerre au cœur du mouvement Gilets jaunes. Et bien, du coup, on fait un point d'étape un an après quelques mois de mouvement dans le contexte de la réforme des retraites. On va un petit peu dresser les parallèles, voir les différences et avoir une réflexion sur comment peut évoluer le mouvement social. Alors, je vais me permettre de dresser votre bio en quelques mots. Donc, vous êtes donc auteur, je l'ai déjà dit, entrepreneur également, et vous avez été une des figures des Gilets jaunes en Île-de-France. Vous avez par la suite participé à plusieurs initiatives citoyennes, notamment une initiative de contre-gouvernement, et on reviendra là-dessus et sur cette aventure et tout ce qu'on peut en tirer, toutes les leçons à en tirer. Et vous avez également été candidat en 2022 pour la Concorde citoyenne. Et effectivement, là aussi, il y a je pense que vous avez pu vous rendre compte en direct de l'escroquerie du système des parrainages. Donc, je l'ai dit, vous avez été une figure du mouvement des Gilets jaunes en Île-de-France. Par rapport à l'actualité, donc on voit depuis le passage de la réforme des retraites, il y a quelques mois, l'émergence d'un nouveau mouvement citoyen qui a lui aussi trouvé son objet fétiche que sont les casseroles. Comment analysez-vous ce nouveau mouvement citoyen et est-ce que vous voyez une proximité par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Oui, clairement, dans l'aspect populaire, c'est-à-dire plutôt récupéré par des partis que motivé par des partis ou des quelconques syndicats, donc avec l'aspect transcourant que ça porte, et dans l'aspect donc spontané, ça peut faire penser effectivement à une résurgence du mouvement des Gilets jaunes dans un mode plus quand même festif, sonore, qui a son charme, hein, je ne dis pas le contraire. Qui trouve ses racines aussi, j'ai pu comprendre, dans l'histoire de la tourmentée de l'Amérique du Sud, pourquoi pas. Mais voilà, on cherche des modes opératoires, on teste un peu tout ce qu'on a sous la main, et quand une idée doit prendre, elle prend. Et c'est le cas pour les casserolades que je rapprocherais des Gilets jaunes, moi, pour le côté expressif, c'est-à-dire le gilet symbolisait le fait d'être rendu visible. À la base, dans une voiture, il sert à être visible quand on est invisible la nuit, par exemple, et qu'on tombe en rade sur l'autoroute ou sur une nationale, qu'on doit être sur le bas-côté, on doit être visible. Et toute la signification de ce symbole, c'était « entendez-nous, écoutez-nous, la France périphérique existe, elle a le droit de vivre et elle a le droit d'être heureuse ». Et pour les casserolades, évidemment, on ne nous écoute pas, on n'a absolument aucun accès aux médias, je pense qu'on parlera des médias ce soir aussi, pour exprimer une colère, donc on va l'exprimer autrement. Une colère qui s'est focalisée sur la réforme des retraites, mais je suis d'accord avec Pierre-Yves Rougeron là-dessus, elle se serait focalisée sur n'importe quoi d'autre, et quelqu'un de plus malin, de plus souple, aurait pu faire passer une réforme des retraites en évitant un tel mouvement social. Macron a cristallisé une haine absolument jamais vue sur sa personne. Je parle en connaissance de cause, puisque moi, qui à l'âge que j'ai avait atteint une certaine sagesse, on va dire, j'avais plus les emportements de mes 20 ans où je détestais un tel ou un tel et j'arrivais à faire la part des choses. Avec Macron, je me suis surpris à revivre vraiment ce dégoût, cette détestation de tout ce qu'il représente. Et c'est pour ça qu'il entend des casseroles, mais pas seulement. Il se fait insulter à tire-larigot, il défile devant des Champs-Élysées vides pour le 8 mai. Donc c'est un président bunkerisé, avec des ministres bunkerisés qui ne peuvent pas mettre un pied dehors sans qu'il y ait une escorte et que l'intégralité des gens sur place soient triés sur le volet. Donc effectivement, moi je vois ça comme un continuum. J'avais souvent fait le parallèle en fait avec la pré-révolution russe de 1905 qui est partie après
En vraie révolution, 12 ans plus tard, parce qu'entre-temps, ça a macéré, les vétérans ont formé des groupes qui voulaient encore plus en découdre, sauf qu'ils avaient l'expérience de la première fois, et ensuite ils ont passé le flambeau à ceux qui ont fait monter la chose au niveau du dessus. Et c'est vrai que nous, notre devoir de gilets jaunes, entre guillemets, historiques, c'est de transmettre ce qu'on sait, ce qu'on a vécu à ceux qui rejoignent la lutte aujourd'hui. Depuis les gilets jaunes, il y a eu le mouvement anti-pass, très très fort, basé sur des méthodes gilets jaunes, avec énormément de gilets jaunes dedans. Une certaine jonction avec le monde syndical qui était relativement inattendue, mais où les gilets jaunes ont montré qu'ils étaient ouverts au dialogue, à la discussion et au fait de venir grossir les manifestations des autres. Donc, ça a pu se faire avec les manifs climat, ça a pu se faire avec les manifs contre les lois travail et la première loi retraite, enfin celle qui devait être annoncée avant le Covid. Et ensuite, ça s'est poursuivi donc avec ce mouvement anti-pass jusqu'à aujourd'hui, et ça s'est jamais vraiment arrêté en fait. Là, les syndicats sont rentrés dans la danse pour les retraites, oubliant complètement et cachant aux gens que bah oui, c'est une demande européenne, c'est un fait. Et plutôt que de désigner l'Europe, on désigne Macron qui, pour le coup, fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire appliquer ce que demande la Commission. Enfin non, pardon. Ce qu'il sait faire de mieux, c'est vendre des entreprises, c'est son métier. C'est là-dessus qu'il s'est fait sa réputation et son beurre et sa carrière, et donc c'est ce qu'il se fait faire de mieux aussi au gouvernement. Donc, il y a plein de points communs, évidemment. Il y a aussi des grosses différences, mais j'imagine qu'on va rentrer dans le détail avec vos questions. Effectivement, je pense que vous abordez dès maintenant un point très intéressant sur une espèce de paradoxe dans le fait que on a très bien vu le rôle des syndicats qui a été très fort sur ce mouvement social. On voit de nombreux exemples avec des actions de coupure d'électricité et même de l'émergence de figures telles que Monsieur Olivier Matteux. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est le fait que la question européenne, qui est in fine vraiment le cœur de ce dossier-là, et le conditionnement du plan de relance et tout ce genre de choses, qui est vraiment caché, enfin qui n'est pas abordé par les syndicats. Et justement, ma question, c'est comment s'agence le mouvement dans ces deux composantes, où on a une composante populaire qui est un peu l'héritage des Gilets jaunes, et d'un autre côté une composante syndicale qui justement ne reprend pas ses volontés de souveraineté, de liberté du peuple, voilà, d'autodétermination. Il y a une muraille entre les deux. On a pensé la faire tomber, on a vu des fissures, on est rentré dedans. Au début des Gilets jaunes, il y avait vraiment une unité dans le discours qui était anti-syndicale. On a été trahis pendant trop d'années. Ce sont les alliés objectifs du pouvoir, soit parce qu'ils collaborent directement, soit parce qu'ils s'opposent d'une manière non productive et qui les coupe d'une grande partie du pays. Donc, c'était des déclarations d'hostilité au départ. C'était lâchez-nous la grappe, n'essayez surtout pas de récupérer notre mouvement. De toute façon, il n'est pas récupérable. Et si vous venez, vous enlevez le gilet rouge. Il n'y a pas de drapeau CGT. Par contre, vous êtes invité, tout le monde est invité à venir, y compris tous les syndicalistes et tout ça. Ça a marché comme ça a marché. Et ensuite, il y a eu des contacts qui ont été pris entre certaines figures gilets jaunes et certains représentants syndicaux, dirigeants syndicaux. Et la jonction s'est jamais vraiment faite. À l'époque, la demande c'était, voilà, on est en plein milieu du plus grand mouvement social depuis mai 68, le monde entier en parle, c'est le moment pour bloquer les trains, sauf le samedi, ceux qui emmènent les gens à Paris. C'est le moment pour bloquer les raffineries. Ceux des nôtres qui ont essayé de le faire sans appui syndical ont eu de gros problèmes. Bloquer les ronds-points devant les usines, devant les zones industrielles, devant tout ce qui va bloquer l'économie d'une certaine manière. Et à l'époque, c'était toujours non. Voilà. Le prétexte était que les médias nous faisant passer pour des nervis d'extrême droite, des homophobes, des antisémites, tout ce qu'on veut, alors qu'en fait, ils avaient le peuple sous le nez, ils n'étaient pas capables de le reconnaître, puisqu'ils ne le voient pas si souvent que ça. Donc, sous ces prétextes-là, la jonction s'est jamais vraiment faite. Et aujourd'hui, quand on les voit pour la réforme des retraites, bloquer des raffineries, bloquer des trains, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin,
C'était à l'époque qu'il fallait agir. On leur a dit, on les a pas suppliés, mais presque. Et ils sont restés totalement insensibles à nos demandes. Ça, c'était symbolisé dans l'organisation du 1er mai 2019, qui est un jour très, très, très intéressant. Et rien à voir avec le 1er mai d'il y a 3 semaines, il y a une dizaine de jours, qui est sans intérêt. On en reparlera, oui. Participer du début jusqu'à la fin, c'est sans aucun intérêt. Là, c'était l'émeute. J'ai jamais vu autant de gens aussi serrés sur une aussi grande distance. Enfin, personne n'a fait les comptes sérieux ce jour-là, mais pour le coup, je pense que les chiffres des syndicats étaient les bons ce jour-là. Mais j'ai jamais vu autant de monde. Pourtant, j'en ai fait des rassemblements, des matchs de foot, des concerts géants. J'ai jamais vu autant de monde. Et un tel niveau d'exaspération de la fin, place d'Italie, le Pitié-Salpêtrière. Et en fait, ce qu'on a vu ce jour-là, c'est le débordement des syndicats par leur base et le mouvement des Gilets jaunes qui se sont appropriés le 1er mai pour en faire un truc absolument explosif. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment l'émeute géant. Ça leur a fait très très peur. Je vous rappelle que ce jour-là, l'ancien patron de la CGT, Martinez, est parti avant le début de la manif parce que c'était plus tenable pour lui, il supportait pas les gaz lacrymaux, il y avait trop de monde, il a pris peur, il est parti. On a vu les services d'ordre des syndicats totalement dépassés devant la gare Montparnasse, inutiles et totalement dépassés, et ça leur a servi de leçon. Et tous les ponts ont été coupés, et là, ils jouent leur partition comme ils la jouent d'habitude. Et on a vu que la réforme des retraites acceptée, la plupart des syndicats prennent acte de la réforme, et la CGT élit Olivier Matteux, non, Sophie Binet. Voilà. Donc, tout est rentré dans l'ordre, c'est reparti pour un tour, et ça peut durer comme ça longtemps, tant qu'ils ne seront pas totalement dépassés par leur base, comme ils l'ont été en 68. Sauf qu'en 68, les bases étaient massives. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde, et c'est surtout dans la fonction publique qu'ils ont des rangs. Et le côté de gauche les prive d'une véritable union populaire. Oui, effectivement, il y a ce sujet-là qui est lié à la perte de vitesse du mouvement syndical depuis maintenant plusieurs décennies, et au fait que subsistent dans les mouvements syndicaux certaines professions bien particulières, notamment liées à la fonction publique. C'est assez intéressant de s'intéresser à ce point-là, je trouve. Alors, je me permets d'arrêter sur un point que j'ai trouvé intéressant, c'était cette notion de festivité au sein des cortèges, et on a pu le voir avec de nombreux extraits vidéo sur Twitter et tous les différents réseaux sociaux. Est-ce que justement cette notion de festivité qui est très présente, à votre avis, elle est le signe de quoi? D'une certaine légèreté, d'une relative légèreté, d'une influence d'une certaine bourgeoisie? Là, vous posez la question à un lecteur assidu de Philippe Muret. Je ne peux pas vous dire autre chose que le festivisme, le masque de l'inutilité revendiquée. Vraiment, on annonce dès le départ qu'on n'ira pas au bout. On annonce dès le départ que c'est pas vraiment une négociation, c'est juste un symbole. On est content de se retrouver. C'était ça le 1er mai. C'était on est content de se retrouver. J'avais l'impression d'être dans les Gilets jaunes à l'acte 75 quand il y avait plus grand monde. On est content de se retourner. Une excuse pour faire griller des merguez, ouais. Griller des merguez. On passe d'une rave party à l'autre. Voilà, c'est la rave party de la CGT, ensuite c'est la rave party des faux. Il y a du stand, il y a de la musique, ça chante, des slogans ineffectifs, inutiles. Voilà, ça sent. On voit les jeunes qui font exactement comme les vieux. C'est la prépa. Ils ont leur zone avec leur car, enfin leur sono et tout ça. Ils font la même chose que les autres. Donc, et à la fin, pour le fun, quelques black blocs jettent 2-3 trucs, histoire qu'il y ait des gaz place de la Nation. Ils font péter un truc. Tout le monde rentre chez soi. Voilà, c'est tout. Rendez-vous l'année prochaine. C'est censé être la plus grosse journée de l'année. Au secours, si c'est ça la plus grosse journée de l'année. Donc, et ils étaient très contents. C'est-à-dire, après, c'était que des satisfecit. Regardez le nombre de personnes, regardez le succès, regardez. Non, c'est pas ça le succès. La France est tellement bloquée
qu'elle a besoin d'une révolution. Et tous ceux qui font croire aux gens que c'est bon, on a fait le 1er mai, on retourne au local syndical et c'est parti. La fois prochaine, on n'aura pas les retraites, mais la fois prochaine, on va gagner un article, un amendement sur la loi travail, en se battant comme des chiens. C'est du gagne petit. Mais hélas, ne reste que les gens, et je veux pas être salaud avec eux, parce que pour beaucoup, c'est des très bons amis, c'est des gens que je respecte, je défends la fonction publique. Le programme que je me suis retrouvé à défendre pour la présidentielle, on avait conçu avec plusieurs collectifs Transcourant, défend le service public bec et ongle. Mais il y a, qu'on le veuille ou non, une certaine mentalité de salarié protégé qui peut rentrer chez lui en se disant, moi, de toute façon, mon contrat, il est pour les 30 prochaines années, quoi. Donc, et puis la lutte au quotidien syndical, c'est devenu une pantomime. Mais c'est une pantomime qui occupe les gens, qui leur donne une raison de vivre, qui leur donne une sociabilité, des amis, des routines. Et c'est au peuple de se réveiller. Sauf que ça veut rien dire, ce que je viens de dire. Ça veut rien dire. Le peuple se réveille jamais 100% tout seul. Il y a des corps intermédiaires. Pour les Gilets jaunes, c'est l'anomalie. C'est que le corps intermédiaire s'appelle Éric Drouet, / Préchildowski, / 4-5 personnes qui ont fait des trucs sans se concerter un peu en même temps et qui étaient les 5 allumettes qui ont fait péter la cabane. Moi, c'est ça que j'ai envie de revivre, c'est ça que j'ai envie de revoir. Mais ça ne se commande pas. Ça ne se décide pas à l'avance. Effectivement, cette anomalie était extrêmement intéressante parce que on voit bien qu'il y avait cette absence en fait de structuration des Gilets jaunes au début qui donnait justement toute son énergie, sa spontanéité et un certain sérieux dans les luttes. Enfin, je pense qu'on va pouvoir regarder énormément de différences dans le fonctionnement de ces deux mouvements sociaux. Moi, un des éléments qui m'a marqué, c'est que par exemple les actes des Gilets jaunes le samedi démarraient à 9h le matin. C'était pas des manifestations qui démarraient à 13-14h, République Nation. Comme il n'y avait aucune organisation, on définissait un jour et ça s'arrêtait là. En fait, si je veux résumer un peu l'histoire de manière très 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 rapide, Éric Drouet dit l'essence est trop chère, mon club de tuning a moins les moyens pour acheter des grosses sonos, on tout part dans l'essence, c'est pas possible. Donc on va bloquer le périph le 17 novembre à 6h du match, je crois, ou 7h du match. Il s'attendait à être une centaine, quoi. Il se retrouve à X milliers et le périph est bloqué. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Les flics peuvent pas accéder, rien, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On possède le périph', bon, est-ce qu'on va le tenir toute la journée? Non, qu'est-ce qu'on fait? Au milieu, il y en a un qui dit « À l'Élysée !» Et voilà toutes les voitures qui traversent le périph', qui se mettent bien en rang sur les Champs-Élysées, qui descendent. Et là, le mot est passé sur les réseaux sociaux que la manif du matin sur le périph' est en train d'aller vers l'Élysée. Tous les gens qui ont quelque chose à reprocher à Macron et qui n'avaient rien à faire à ce moment-là se sont dit « J'y vais ». Et ensuite, c'était l'acte 1. À la fin de l'acte 1, revenons samedi prochain, c'est tout, c'est rien d'autre. Donc, les gens arrivaient à l'heure qu'ils voulaient arriver. Il y avait l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi, l'équipe du soir. Il y avait des rotations comme ça. Il y avait des cars qui arrivaient de province, des bus entiers qui arrivaient au matin et qui repartaient tard le soir. Enfin, tout ça s'est fait spontanément. L'organisation des cars, tout était spontané, le covoiturage, le logement, parce qu'il a fallu loger énormément de gens. Tout ça s'est fait vraiment dans la bienveillance, la spontanéité, le don, le partage, et c'était merveilleux. Pendant des mois, on a vécu dans une atmosphère de fraternité. C'était le mot que tout le monde utilisait le plus. Et on oubliait presque Macron. Mais et ce qu'on vivait là, on était quasiment tous pas syndiqués. Et en fait, ce qu'on vivait là, c'était ce que vivent les syndiqués, mais à une autre échelle, vraiment à une autre échelle. C'est pour ça que quand ils sont venus nous parler de leurs histoires, j'ai dit attends, moi j'en suis déjà à 50 manifs, des trucs que tu n'as jamais vu de ta vie, et tu viens m'expliquer que c'est toi qui sais comment organiser les choses, alors que je constate ton échec. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis sorti, parce que sinon, si tu avais réussi, j'aurais pu eu 20 ans. Donc, est-ce que ça va se rabibocher un de ces quatre? Je ne pense pas.
Là, je suis pessimiste sur ce point-là. Les corps intermédiaires en France sont aussi sclérosés que l'État central. On peut dire un mot de l'état de l'opposition à l'heure où on parle aujourd'hui. Entre la LFI qui, hélas, décrédibilise ce qui reste de la gauche à peu près chaque jour qui passe, et l'extrême droite qui a compris qu'il valait mieux ne rien dire, ne rien faire pour continuer de monter dans les sondages, pour ne rien en faire au final. On est dans le diagnostic que j'avais fait il y a de nombreuses années et qui avait donné mon premier livre. Tout étant bloqué, on en revient à l'histoire de France. Qu'est-ce qui se passe en France quand tout est bloqué? On moisit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui se lève et quelques-uns qui se lèvent, parce qu'un seul ne suffit pas. Et donc, j'avais anticipé des très gros troubles qui ne suffiraient pas, mais amèneraient quelques années plus tard à un mouvement massif qui pouvait finir en révolution. Et je situais ça en 2023. Donc, nous y sommes. Et c'est très intéressant qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlaient pas de révolution au moment des Gilets jaunes. Ils refusaient d'utiliser ce mot, je parle dans les médias, et qui l'ont utilisé très spontanément là, avec le mouvement contre les retraites. Il y a eu des unes, est-ce qu'on rentre en révolution? À l'étranger, ils l'ont compris. À l'étranger, ils parlent de Second French Revolution. Bon, ils savent pas qu'entre-temps, il y en a eu plein d'autres, mais parce que pour eux, ils ont compris, ils ont dit c'est bon, ils ont déjà mis le bordel avec les Gilets jaunes il y a 3-4 ans. On en a déjà parlé dans le monde entier. Là, ils recommencent. Ça y est, c'est les Français, on les connaît, c'est parti. Et en fait, non, c'est pas parti du tout. Hélas, de ce que je constate, les réseaux Gilets jaunes sont toujours, je ne vais pas dire actifs, parce que ce serait faire de faux espoirs à beaucoup de monde, mais ils existent toujours. Et ils sont mobilisables très facilement. Des méthodes d'action sont duplicables très facilement. Et c'est pas que les Gilets jaunes, je l'ai dit en introduction, c'est aussi beaucoup de gens qui ont découvert la lutte avec le mouvement anti-pass et de gens aujourd'hui avec le mouvement des retraites. Ce sera réactivable. Ça n'a pas disparu. Ce sera même réactivable très facilement. Mais encore faut-il le réactiver. Et un vétéran, c'est bien, c'est une source de sagesse, de savoir, d'expérience, d'histoire à raconter aux jeunes pour qu'ils se motivent, tout ça. Mais un vétéran fatigué, déçu et pessimiste, c'est l'inverse. C'est plein de jeunes qui se disent bon, après tout, autant aller faire du fric à Londres ou à New York, quoi, dans la banque d'affaires, parce que si même lui, il me dit que c'est foutu, voilà. Donc pour le moment, on en est à beaucoup de déceptions. La réélection de Macron, comme prévu, selon le scénario prévu. Enfin, quand on en arrive à une époque où c'est si facile de prédire les prochaines années, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, c'est qu'on a perdu ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire ce côté spontané. Alors, ils nous ont inventé le Covid, ça, on l'avait pas prévu. Enfin, moi, en tout cas, non. La guerre en Ukraine était prévisible, hélas. Mais voilà où on en est à peu près. En effet, triste constat. Je voulais revenir sur un facteur sur lequel on va comparer les deux mouvements sociaux, qui est justement le sujet des violences policières et du rôle des Black Blocs, avec effectivement, on l'a vu récemment lors du mouvement des retraites, une manif classique, puis une apparition des Black Blocs en fin de cortège, de belles images pour BFM, et la majorité qui s'érige en partie de l'ordre, qui rassure les grands-mères et grands-pères, ceux qui sont encore vivants et qui n'ont pas été décimés par notre cher pangolin, revoteront pour... Alors, effectivement, c'est ça. Les Black Blocs, c'était identifié même avant les Gilets jaunes, qu'ils avaient très peu de problèmes, quasiment jamais. Moi, j'ai vu de mes yeux des gens habillés en casseurs, discuter avec des policiers, s'échanger des téléphones portables. Après qu'on me traite de menteur, voilà, j'ai des très complotistes. Voilà,
j'ai des très bons amis et collègues gilets jaunes que j'ai rencontrés dans le mouvement et qui ne sont pas des menteurs, j'ai pu le vérifier à plusieurs occasions, qui ont vu des gens déguisés en casseurs enlever puis remettre en fonction des circonstances un brassard de police. Bon. Et terminer dans le camion de policiers, mais avec une bière et un pot au chocolat, quoi, pas les menottes. Donc ça, c'est un fait. Ils savent où ils crèchent, ils savent où ils se réunissent, ils savent où ils stockent leur matos, ils les voient prendre le RER à Massy-Palaiseau ou à Sarcelles ou je ne sais où, débarquer à Châtelet, changer, prendre la pour arriver à République. Ils les suivent à la trace, sauf qu'ils n'ont jamais l'ordre de les arrêter. Quand, pendant les Gilets jaunes, vous prenez à partie des CRS en leur disant, voilà, à 3 mètres de vous, là, juste devant, là, il y a un type seul qui est en train de fracasser une vitrine de banque. C'est pas spécialement que j'aime la Société Générale, mais je les défends pas spécialement. Il vaut mieux que ce soit leur vitrine pétée plutôt que l'agence immobilière d'à côté. Ils adorent défoncer les agences immobilières aussi, même les petits indépendants, ils s'en foutent. Personne leur a jamais dit que l'agent immobilier, c'est un métier pour personne qui a faible qualification, qui peut très rapidement se faire un salaire correct, se faire des primes correctes, et c'est l'ascenseur social, les agences immobilières, mais personne ne leur a jamais dit, pas grave. Ils défoncent ces abribus, qui sont juste payés par les impôts des Parisiens, et en faisant ceci, ils occasionnent autour d'eux, donc avec les gens normaux qui sont autour d'eux, des déluges de gaz, de bombes, des encerclements, et ainsi de suite. Il y a énormément de blessés parmi les simples civils à cause des Black Blocs qui, eux, ne sont jamais blessés et ne sont jamais pris. Au 16 mars 2019, ils avaient défoncé toutes les vitrines sous le nez de la police, qui était occupée à nous gazer, nous. Nous, on était au milieu, eux, ils étaient sur les côtés à défoncer les vitrines et les gaz arrivaient au milieu, là où il y avait une densité de population énorme. Donc, effectivement, agent provocateur, le constat est fait. J'avoue que quand on est dans la manif et qu'il se passe des trucs et que on s'est pris beaucoup de gaz alors qu'on n'a rien demandé, on a entendu des explosions dans tous les sens et que d'un seul coup on voit un Black Bloc casser un gros pavé en deux pour en faire 2 petits et faire le lancer comme ça, sur le moment, à la seconde, on se dit vas-y mon gars. franchement, on n'essaie pas de l'arrêter parce qu'on est pris dans le truc. Voilà, c'est comme des débordements qu'il y a dans un stade de foot. Enfin, Gustave Le Bon a tout dit là-dessus, une foule n'est pas rationnelle. Bon. Mais après, à tête reposée, non. Et puis, il y a une manif climat auquel on avait massivement participé avec les Gilets jaunes, où les organisateurs côté climat avaient dit, voilà, on va mettre les femmes, les poussettes devant pour montrer aux flics que tout se passe bien, qu'on est gentil, qu'on met de la techno et qu'on aime les abeilles. Même réflexion que la manif pour tous. On est gentil, on est des familles, machin. Bon. Sauf que arrivent les Black Blocs, qui montent en tête, qui jettent des trucs, qui repartent instantanément, et là, toute la tête avec les poussettes et les jeunes, les femmes et tout se sont fait gazer. Donc ce jour-là, moi, j'ai décidé de plus les soutenir du tout, parce que ça ne servait à rien, mais à rien du tout. Détruire les symboles du capitalisme. Ils ne détruisent aucun symbole du capitalisme. Bon, mais enfin, j'en ai marre de parler d'eux. C'est que du fils de bourgeois, c'est que du petit blanc, c'est de la nana d'1m60 crevette, 3 kilos, qui est à Sciences Po et qui se fait son petit kiff pour faire sa rébellion adolescente. Les Black Blocs, c'est comme le phénomène racaille, hein, c'est générationnel, hein, c'est 17 ans, 20 ans. Concrètement, de l'idiot utile, chimiquement pur. L'idiot utile qui va finir en école de commerce, en fac, à Stas ou n'importe où, à faire de la finance ou du droit, ou à reprendre la boîte de papa. Papa, je veux un stage. Oui. Parce qu'on a compris qu'il fallait s'insérer dans la société. Mais en attendant, avec l'argent de papa, on se paye un kiff de révolutionnaire rebellocrate à 2 balles pour pouvoir tout le reste de sa vie dire « Ouais, je suis pas d'accord avec toi et tu vas la fermer parce que moi j'ai lutté. » Voilà. J'ai ma légitimité. J'ai ma légitimité. T'as lutté toi? T'as acheté des trucs? Non? Bon, alors tu t'étais. Moi j'ai lutté. Voilà, je sais de quoi je parle, moi j'ai le droit de dire parce que j'ai agi, machin. C'est juste pour ça. Et après, ils pourront faire tout le fric qu'ils veulent, être aussi cyniques qu'ils veulent tout le restant de leur vie, finir directeur de Facebook à censurer tout le monde, quoi. Ça va, ils se sont battus, ils ont donné. Bon. Voilà pour les Black Blocs. Les violences policières, là on est dans les mouvements d'aujourd'hui, on est dans du classique. On n'a pas des borniers, on n'a pas la BAC qui furette au milieu de tout le monde à distribuer les coups de tonfa,
à braquer des gens à bout portant. On n'a pas on a un peu de bravem. J'en ai vu un peu au premier mai, un peu. Ils se font huer, voilà. C'est du cinoche. C'est pas la bravem des gilets jaunes qui fonçaient à moto au milieu de la foule en braquant les gens comme ça. C'est pas la même ampleur. Voilà. Et en plus de ça, j'ai fini par comprendre, en me renseignant, en discutant avec les bonnes personnes, comment ça fonctionne dans le PC sécurité de la préfecture un jour de manifestation. En fait, ils ont plein d'écrans. Il doit y avoir, j'en sais rien, une cinquantaine d'écrans qui montrent tout le tracé de la manif et les alentours en cas de sauvage, en cas de départ impromptu et tout ça. La procédure, c'est que quand tout se passe bien, c'est-à-dire la personne qui est là, une minute après, elle est censée être sur l'écran d'à côté, elle y est, tout va bien, puis là, elle y est, le cortège avance, c'est très bien, c'est le commandant du poste qui, un peu comme un réalisateur de télé, dit bon bah ok, là il y a un truc à cet endroit-là et il peut se concentrer sur cet endroit-là parce qu'à côté tout se passe bien. Mais quand c'est le bordel sur tous les écrans, quand on voit bien que ça déborde des écrans, qu'on ne voit plus, là c'est le bordel, et c'est pas le même bordel, pas les mêmes gens, c'est autre chose. Bon, à ce moment-là il y a une procédure. La procédure, c'est sauf qui peut. Le commandant du poste ne peut plus gérer, il se déclare inapte et à ce moment-là, ordre est donné à tous les commandants de compagnie d'être autonomes, d'obéir globalement à l'ordre qui est de maintenir l'ordre, mais par les moyens décidés sur le moment par le commandant de compagnie. Et au bout de 3-4 actes des Gilets jaunes, la préfecture a fait le bilan des mauvais commandants de compagnie, des gens sanguinaires qui, une fois qu'on leur donnait carte blanche, disaient j'ai carte blanche, vas-y, vous êtes chaud les gars? Ouais, bah là on y va. Et du coup, un certain commandant de la compagnie 51, je pense, je me souviens de ce chiffre-là, a été muté dans le sud-ouest, ou un truc dans le genre, un endroit où il allait cesser de nuire. Et donc, certes, le gouvernement voulait nous voir échouer, il ne pouvait pas nous saquer, on leur a fait une peur pas possible, mais il n'y avait pas d'ordre donné de soyez des bouchers. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Si ça avait été ça, on en aurait trouvé des traces. On était quand même à l'époque dans un état de droit, de moins en moins, et aujourd'hui beaucoup moins qu'à l'époque. Mais après, c'est la faiblesse humaine. Il y a des compagnies qui se retrouvaient dans des situations où, objectivement, parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, on vous projette là-dedans, c'est pas pour les défendre, hein. J'aimerais bien savoir comment vous réagiriez. Moi aussi, je ne prétends pas... c'est pas ACAB, quoi. ACAB, ça, c'est un truc de gauchiste. All cops. Et à chaque fois que j'en voyais, je leur disais, mais attends, le jour où t'es cambriolé, t'appelles qui? Le jour où ta fille qui fait son jogging le long de la route de la forêt, qui a classique, ne revient pas, t'appelles qui? Ok? Donc, tu vas les appeler immédiatement, tu vas les bénir, tu vas t'endormir la nuit en souhaitant qu'ils fassent le mieux possible leur travail, qu'ils te sauvent la vie, quoi. Donc, arrête. Sois un peu plus malin que ça. Et c'est l'instant dissonance cognitive. Et ça, c'est la dissonance cognitive. Et c'est que du discours. Et parce que dans la vraie vie, tu m'étonnes qu'ils sont les premiers au commissariat. Mais c'est que de l'hypocrisie, du discours. Donc, mais c'est un discours qui fait très, très mal. Très, très, très mal. Et au début des Gilets jaunes, actes 1 et 2, les Bleus avec nous, la police avec nous, les nanas leur amenaient des fleurs, s'asseyaient devant eux comme ça, en mode, voilà, on vous aime bien, vous voulez des câlins et tout. Puis acte 2, ça a dégénéré. Acte 3, c'était la guerre civile. Et là, il n'y a plus jamais eu de Allez les Bleus. C'est fini. Donc, il y a un lien qui existait entre le peuple vrai, celui les jaunes, quoi, pas celui trié par provenance sociologique, appartenance politique ou choses comme ça. Non, non. Tout le monde, le gros melting pot, aimait ces policiers au départ. Et leur cote d'amour a baissé drastiquement. Mais là, moi, ce que j'ai vu au 1er mai ou dans les autres manifs auxquels j'ai participé depuis 3 mois, qui sont pas très nombreuses, je dois l'avouer, puisque je n'ai rien vu qui me donnait envie de revenir. Au 1er mai, je me suis forcé d'y aller. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est très encadré, tout se passe bien, les services d'ordre des syndicats ont repris la main, il y a quelques black blocs par-ci, par-là. Après, je parle de Paris. Dans le reste des régions, j'apprends ici et là qu'on a voulu mettre le feu à une préfecture, qu'on a fait ceci ou cela.
Et je me dis, oui, quand on n'a pas d'autre choix, le peuple n'a pas d'autre choix. Le vote, ça ne marche pas. On pourra reparler, si vous voulez, de ma campagne, pour mettre ça des guillemets, parce qu'on n'a pas eu de signature, évidemment. Le système est plus bloqué que ça, tu meurs. On ne voit aucune fissure nulle part. On pensait que, au moins, par un petit retour hegelien, le fait que les signatures soient si difficiles à obtenir, il allait y avoir tellement peu de candidats que ça allait se voir, et que du coup, ça allait lancer un débat qui peut-être, la fois d'après, nous, on était trop optimistes. Bayrou s'est pointé. Il a dit, bon, on va prendre 1500 maires du centre à qui on va promettre par contrat que jamais on leur baissera la subvention, que jamais ils seront inquiétés, que jamais la préfecture la regardera de travers, que jamais, machin. Et une fois mis ces gens-là, avec peut-être d'autres, un avenant au contrat que je connais pas, et qu'à ce compte-là, ils allaient donner leur signature pour sauver la démocratie, c'est-à-dire que Nicolas Dupont-Aignan puisse participer, que Philippe Poutou puisse participer, qu'Éric Zemmour puisse participer, parce que tous ces gens-là n'avaient pas leur signature. Exit François Asselineau, lui, il n'était pas dans la liste. Voilà, il aurait pu être sauvé. Il aurait pu. Il y avait largement le nombre. Il ne l'a pas été, c'est un choix politique. Je parle même pas des autres. Donc, on peut même pas dire que ça n'a pas marché, qu'on s'est retrouvé avec 5 candidats, que c'était une élection ridicule et tout. Non, on a eu nos 10, 12, je sais pas combien de candidats. Et on a pu faire semblant que c'était quelque chose un succès. Voilà. D'autant plus que le fait que les parrainages soient nominatifs n'a clairement pas aidé, je pense. Oh là là. Et en plus, ils ont changé la règle en cours de route plusieurs fois. Et à la fin, on s'est retrouvé avec carrément, quand votre signature arrive au Conseil constitutionnel, le lendemain matin, vous êtes en ligne avec votre nom, le nom de votre commune, tout, quoi. Et nous, ce qu'on a vu en cherchant des parrainages, c'est que les gens disent, alors moi je me base sur mon expérience, j'en ai appelé plein et j'ai essayé d'en voir plein. Moi, le candidat, hein. Donc quand d'autres qui ne sont pas candidats essayent, j'imagine encore plus dur. Écoutez, moi je veux pas de problème avec la préfecture. On n'a plus d'argent parce qu'on n'a plus de taxe d'habitation, donc on est soumis à l'État via la préfecture qui nous fait de la redistribution et on a intérêt je veux pas un centime de moins l'année prochaine. Et les électeurs. C'est-à-dire que comme c'est public, les électeurs scrutent, et il y a quantité de maires sur le marché le matin qui se disaient, bon, c'est bon, je vais faire ma tournée de serrage demain, tout va bien se passer. J'ai vu, monsieur le maire, que vous avez donné votre signature à /Poutou, /Zemmour, /machin. Ça ne me plaît pas du tout, c'est un scandale. Et au final, le mec se retrouve à parler que de ça sur les marchés. Effectivement, là, il y a peut-être un parallèle avec le mouvement actuel, et que les maires sont à portée de gifle, et donc ne peuvent pas se comporter comme un député ou un ministre. Ils sont à portée de maisons incendiées, malheureusement. C'est ce qui est arrivé récemment, pas pour une histoire de retraite ou quoi, mais pour une histoire de construction d'un centre pour migrants, si je ne m'abuse. Exactement, ouais. Dans le cas de Saint-Brévin. Voilà, donc les maires que nous on glorifiait comme les élus de proximité, ceux qu'on connaît vraiment, il y a très peu de gens qui peuvent donner le nom de leur député, par contre tout le monde peut donner le nom de son maire, a priori. Moi, la meilleure preuve, c'est que le mien, c'est un maire PS. Le PS, je peux pas. Pour moi, c'est Satan. Bon. Eh ben, je l'aime bien, mon maire. Je l'aime bien. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la politique nationale avec les débats à la con, Sandrine Rousseau, tout ça. C'est autre chose, le maire. Mais aussi, c'est celui à qui on peut se plaindre directement, qui est censé nous écouter là, ici et maintenant. Et on sait où il est, parce qu'il est à l'inauguration de machin, il est à la fête des vieux. Il est là, on a son planning en plus, très facilement. Donc, voilà. Mais il y a des collectifs de maires qui ont essayé de se former pendant la campagne, de maires entre guillemets citoyens sans étiquette et tout, qui voulaient se protéger les uns les autres en rentrant dans un collectif qui pouvait choisir de lancer un candidat citoyen. Évidemment, on était en lien avec eux, il y en avait 2. Ça a tourné en eau de boudin, il y en a un qui a explosé totalement. Devait y avoir 300 maires dedans, j'en doute. Il y en avait un autre où il y en avait 200. Les deux, ça faisait 500. C'était intéressant. L'autre a fini, on s'est aperçu que les maires qui l'avaient créé, en fait, roulaient pour Dupont-Aignan. Et à la fin, on dit « Ah bah, vous faites ce que vous voulez, vous, mais nous, de toute façon, les 4 chefs, là, on vote tous pour Dupont-Aignan. »
Bon, grotesque, vraiment grotesque. Donc, c'est impossible d'envoyer quelqu'un à cette élection. Quand bien même il y aurait les signatures, il n'y aurait pas les médias, où il y aurait le minimum syndical que l'ARCOM impose, qui est une émission, une apparition dans chaque émission, en gros. D'ailleurs, France Inter a 3 émissions politiques. Bon, bah, vous avez 4 mois pour apparaître une fois dans chacune. C'est tout. Alors, on sait qu'en médias, en communication, en pub, ce qui compte, c'est la répétition. De mauvaise langue disent le bourrage de crâne. Mais dans le bon sens du terme, c'est le cerveau humain qui est fait comme ça. Il imprime pas la première fois. Même si ça le botte et tout, c'est génial et tout, il achète pas le livre. Il va entendre une deuxième fois par une autre source qui va confirmer. Il va dire, ah tiens, là maintenant c'est imprimé dans la tête, il faut que j'achète ce livre. Il va l'entendre une troisième fois, ça me donne bien envie de l'acheter quand même. Et 2 mois plus tard, après l'avoir entendu 5 ou 6 fois, là il l'achète. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc en politique, on n'imprime pas quand il ne s'est rien passé. Exemple Asselineau, je parle de lui, pas parce que je suis fan, même si je suis fan de son travail, mais parce qu'il est symptomatique de ça. Il a essayé, il a réussi en 2017 à avoir ses 500 signatures, et on a vu le résultat. Il a fait 2 JT de France 2. Lui qui expliquait à la seconde ou à la télé, je pourrais parler, les Français comprendront ce que j'ai à dire parce que je parle bien, je suis éloquent, je suis clair, et tout ça est très vrai. Et donc, instantanément, ils vont piger, ça va partir comme une traînée de poudre, et c'est bon, on va passer de 1% à 10% en 5 minutes. Mais c'est pas vrai. Ça prend des décennies avec les médias. Alors sans, vous imaginez, c'est totalement impossible. Est-ce qu'on peut compter sur ceux qui sont susceptibles de prendre la suite de Macron, à savoir LR ou Édouard Philippe ou je ne sais qui, Yael Braun-Pivet, pour être mieux que Macron? Non. 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 Donc ça va continuer. Voilà. Effectivement, vous faites bien de pointer le rôle des médias et on y reviendra notamment sur la différence de traitement entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement actuel. On va faire une petite pause pour prendre les questions de notre public. On va commencer par la question de Bamevla qui vous demande si la prise / occupation des ronds-points de façon durable est toujours possible. Alors, il y a toujours des ronds-points actifs. En Normandie, dans Vaucluse, il y a des ronds-points toujours actifs. Alors actifs, c'est que la même bande de 10 s'y retrouve épisodiquement, périodiquement, un peu en souvenir du bon vieux temps, mais en maintenant quand même un espèce de fil pointillé. Et l'occupation des ronds-points, pour le coup, quelque chose de nouveau, puisque dans les autres pays, en fait, il y a eu Occupy. Le principe d'Occupy, c'était bloquer les nœuds de circulation, bloquer les grosses places au cœur des villes, durablement, pour que ça ait un impact. En France, on a vite vu que les grosses places au cœur des villes, ça se finissait dans le sang et les yeux, et les flaques et les douilles. Donc, voilà. Et en plus, on n'a pas toujours une grosse ville avec une énorme place à occuper à côté. Donc, on a inventé les ronds-points. Voilà. On l'a inventé pourquoi? Parce qu'on est un des seuls pays à en avoir autant. Tout le monde a son rond-point à côté. Et c'est comme ça que c'est venu. Et ça permet, on filtrait, on ne bloquait pas, on filtrait. Il y a quand même eu 10 morts. 10 morts, hein. En peu de temps en plus. Dans les 2 premiers mois, il y a eu 10 morts. Parce qu'il y a des gens, ils sont pressés d'aller au boulot, de récupérer leur fille à l'école ou je ne sais quoi. Ils appuient sur le champignon, ils essaient de forcer le barrage et voilà. Donc, des risques ont été pris. Malgré ça, des gens ont continué pendant des années à tenir des ronds-points en s'organisant, en fabriquant des cabanes, en trouvant plein de trucs hyper ingénieux, en se faisant brûler la cabane. Ils la reconstruisent. Bon, 10 fois de suite. Donc, oui, ça, typiquement, je pense que ça peut reprendre. Ça coûte rien. Il suffit de se retrouver. C'est spontané. On connaît les lieux. On y est déjà allé. On sait comment ça se passe. On sait qu'il faut pas bloquer. Ceux qui ont essayé de bloquer très vite, ils se sont battus et tout ça. Bon, vite compris que ça marcherait pas. Après, il y a eu une lutte d'influence sur les ronds-points. On sait que le RN là-dedans a fait sa stratégie qui est toujours la sienne, qui est de dire je présume qu'ils sont grosso modo d'accord avec moi, donc je ne vais rien dire du tout, rien faire du tout et juste profiter. C'est cynique, mais nous on préférait ça. Moi on n'entendait pas parler d'eux.
extrême gauche, pas pareil. LFI, CGT, jonction, possession de rond-point. On a vu très vite débarquer des gens qui essayaient de drainer les gens sur des sites d'occupation différents où il y avait de la signalétique LFI ou CGT. Tiens, on organise un congrès des ronds-points du coin. Super, bah allons-y, voir ce que ça donne. Une fois sur place, et maintenant, votre futur député LFI de la zone, je vous présente machin chose qui va vous faire un discours. Que des trucs comme ça, quand c'est pas carrément les affiches CGT, les tracts et tout. Il y a un département en Ile-de-France, parce que c'est mon domaine, c'est là que je connais bien, c'est 91, qui est semi-rural, enfin vraiment périphérique. C'est pour ça qu'il y a énormément d'activités là-bas, avec le 77 où est né le mouvement. Il y a vraiment les ronds-points de gauche, les ronds-points gilets jaunes dans le 91, gilets jaunes historiques ou ronds-points estampillés à gauche. Vous n'êtes pas estampillé à gauche, vous n'y allez pas. Vous vous faites exclure, on vous gueule dessus. Ils font une chasse. C'est-à-dire quand il y a un nouveau qui débarque sur un rond-point normal, ils cherchent à savoir qui c'est. Ils se renseignent. Si le type a eu une accointance avec je ne sais qui, qu'il a mis je ne sais quel livre qui ne plaît pas sur Facebook, il se faisait harceler. C'est une meute. Éternelle valeur de tolérance. Ils m'ont dégoûté. Dégoûté. Vraiment, hein. Ils veulent rien entendre. Enfin, c'est... Pas tous. Mais la frange minoritaire, agressive, sectaire, décrédibilise l'ensemble. Hélas. Voilà. Donc il y en a plein qui sont dégoûtés. Dès qu'ils entendent parler les filles machin, ils s'en vont. Ils savent que ça va mal se passer. Et ça nous a fait perdre énormément d'énergie, énormément de temps. Il y avait deux mouvements à un moment. Il y avait dans les rues ce qui se passait, vraiment dans les rues, et sur les réseaux sociaux. Et il y avait les réunions à la Bourse du Travail. Ok, moi j'allais. Avec un coup, c'était Frédéric Lordon, Friot, Ruffin. Ils ont tous défilé pour faire des trucs à la Bourse du Travail, avec Juan Branco, machin. Et c'était... il y avait des soirées entières où le mot « gilet jaune » n'était pas prononcé. Il était écrit sur l'affiche, il n'était pas prononcé. Donc, c'était compliqué, hein. Vraiment très compliqué. Et moi, là-dedans, je me suis dit, bon, ce que je constate, c'est que les tracts Frexit, machin, partent très bien, que les discussions entre gilets jaunes, que ce soit dans la rue ou dans les AG qu'on organisait, les choses comme ça, les réunions qu'on organisait, qui étaient toutes plus ou moins informelles, on savait pas trop, c'était bordel, ça devait être bourré d'indices, c'est génial. Je constatais que tous les gens, entre guillemets, sérieux, étaient tous souverainistes, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ils disaient, c'est bon, on a compris que même si on prenait l'Élysée, tant qu'on obéit à l'Union européenne, tant qu'on obéit à Washington, tant qu'on a l'euro comme monnaie, de toute façon, il ne se passera rien. On ne pourra rien faire. Et moi, je n'ai pas envie de mourir au pied de l'Arc de Triomphe pour que Éric Drouet obéisse à Bruxelles plutôt que Emmanuel Macron. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, et il se disait comment on fait pour se faire entendre, comment on fait pour symboliser ce qu'on fait, comment on fait pour faire une espèce de jonction avec des intellectuels. Et la seule jonction avec des intellectuels qu'il y avait, c'était la Bourse du Travail avec les Lordon, Friot et tout, que j'aime beaucoup. À part ça, moi, à titre personnel, je suis très, très, très fan de Frédéric Lordon et je pourrais tout à fait voter Ruffin à la présidentielle, moi, s'il n'a pas comme équipe les PNQ d'aujourd'hui. Bon. Mais ce sont des gens que j'aimais beaucoup avant les Gilets jaunes, avant qu'ils soient députés, avant que machin. Mais voilà. Et c'est là que je me suis dit, bon, est-ce que ça vous dit de faire un contre-gouvernement ? Comme ça nous permet de faire la jonction avec des personnalités, de prendre leurs conseils, leurs idées, voilà. En même temps, de mettre des citoyens un peu partout, pourquoi pas tirer au sort des gens pour constituer les cabinets, les anti-cabinets. Comme ça, les citoyens discutent avec les experts, tout le monde est content, c'est génial, et à la fin, on montre qu'on sait quoi faire, parce que on se faisait insulter en permanence, vous êtes des débiles, vous êtes des bidochons, vous roulez au diesel, vous fumez des clopes et vous buvez de la bière. Vous êtes bourrés sur les ronds-points, ce qui était vrai pour une petite partie, une infime minorité qui, pareil, donnait une très mauvaise image de l'ensemble. Et là, bah, en fait, on est parti sur un truc où il y avait des figures des Gilets jaunes qui étaient impliquées dedans. Hein. Au départ, il devait y avoir Pousselowski, il devait y avoir François Boulot, il devait y avoir ces gens-là, qui ont tous décliné pour des raisons
pour les mêmes raisons que les youtubeurs qui s'intéressaient à nous ont refusé de prendre parti pour nous, pour ce contre-gouvernement, voilà, pour des raisons d'audience. Je ne veux pas risquer de perdre une partie de mon audience qui n'aimerait pas ce projet. Super. L'appel de la gamelle. Courte vue, très très courte vue, sachant qu'en plus c'était du court terme. Aujourd'hui, il n'y a plus d'audience de toute façon pour ces gens. Tout à fait. Qui sont valeureux et à qui on doit une énorme chandelle. C'est les vétérans, c'est les premiers sur la liste. Il y a pas de, moi je reconnais ça, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, c'est des êtres humains pris dans un flot auquel ils s'attendaient pas du tout. Tomber là-dedans vraiment du jour au lendemain avec d'un seul coup une hypermédiatisation, des gens qui 1 million de messages le samedi matin. Où dois-je aller, Jérôme? Où dois-je aller, Eric? Moi, je trouve qu'ils ont encaissé ça plutôt bien. Ils sont pas devenus fous, ils auraient pu. Hein. Ils sont pas devenus fous. Après qu'ils aient fait quelques erreurs, ça c'est pire, c'est normal. Mais bon, il nous aurait fallu un Éric Drouet qui lisait des livres et qui avait un sens de l'organisation. Mais il avait ni l'un ni l'autre, Éric, malgré toutes ses qualités. Moi, j'ai essayé d'organiser ça, quoi, ce compte gouvernement. Au début, tout le monde était d'accord. Et puis, devant la difficulté du truc, ça a pris du temps. Petit à petit, oulala, j'ai mieux à faire, oulala, machin. On s'est quand même retrouvé avec une super équipe, transcourant gauche-droite. On a fait cohabiter Nikonov et Murer, c'était génial. Anis Lagenef, Borusson, Chamagne. Franchement, on s'est éclaté, c'était super. On a tiré au sort 500 personnes. Au final, ceux qui sont restés, qui ont bossé le plus, c'était des gens déjà très impliqués dans les Gilets jaunes qu'on connaissait pas forcément, qu'on a découvert au fur et à mesure. Et tous ces gens-là ont bossé, alors comme des chiens. Tous ces gens-là, c'est-à-dire 10% des 500. On en a perdu 250. C'est-à-dire que c'est bien, les politiques sont nuls, on va y arriver entre citoyens. Ok. Mais pour ça, faut travailler, les amis. Faut pas se contenter de faire des réunions sur Zoom le soir, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, de 20h à 23h. Et une fois qu'on est déconnecté, on va se coucher, on se dit, j'ai bien bossé. Le boulot, c'est entre les réunions. Et ça, il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Sur les 500, on en a perdu 250 en une semaine. Ah, faut bosser. Terminé. Et sur les 250 restants, il y en a 50 contenus jusqu'au bout. Alors que pourtant, on était accueillant, on demandait d'argent à personne, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, débattre de ce qu'ils voulaient, écrire ce qu'ils voulaient, faire tous les rapports qu'ils voulaient. Le ministre n'avait même pas autorité sur eux. On voulait que ce soit citoyen, donc qui puisse même contredire le ministre. Et tous ces gens qui vous disent toute la journée, il faut qu'on fasse un RIC par week-end. Oui. Il faut que les gens s'enferment dans la salle des fêtes tous les dimanches pour débattre de chaque article de la Constitution. J'adore Étienne Chouari, il faisait partie du gouvernement. Hein. Mais ça, les gens ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas ça. Et ce que j'ai vu après quand ils m'ont désigné candidat, c'est pas tous les gilets jaunes, hein, c'est le tamis de voilà. Après, on a rencontré d'autres collectifs, on a fait une union de collectifs. Et voilà. Ce que j'ai compris, c'est que en fait, je vais le dire, c'est malheureux, mais tous ces gens-là ont besoin d'un chef. Certains le savent, d'autres, en fait, tout le monde le sait. Certains se l'avouent, pas d'autres. Et un chef, c'est fait pour cheffer. Quand on désigne quelqu'un et qu'on lui dit, voilà, ça va être ton pognon, ton risque, ton nom, ta réputation, ta boîte qui va peut-être être mise en difficulté. Mais derrière, la moindre décision sera intégralement démocratique. Ce qui signifie qu'on demande l'avis de tout le monde tout le temps, mais que la plus grande gueule a 4 voix quand même. Parce qu'il a le pouvoir de pourrir intégralement une réunion, forcer des gens à être d'accord avec lui, sinon il gueule, il chouine, il pleure, il s'énerve, il met la mauvaise ambiance. Et quand vous en avez 3-4 comme ça, vous les virez. Vous agrandissez l'équipe, il y en a à nouveau 4-5, vous les virez. Vous agrandissez l'équipe, il y en a à nouveau 5-6, vous les virez. Et puis au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Quoi. Vous avez fait que ça. En fait. Que ça. Et tous ceux qui disent, bon, maintenant, ça suffit, c'est pas parce qu'on est citoyen, qu'on n'est pas organisé, qu'on a, voilà, on a choisi une ligne, maintenant on la suit. Voilà. Effectivement, il y a une leçon très intéressante à tirer pour les. Moi, je l'ai vécu. Donc là, je livre une partie de mon expérience personnelle. Mais je dis pas ça gratuitement parce que je l'ai vu aussi chez plein d'autres. Et, tu sais, dans une équipe, dans une entreprise, c'est différent. Les gens, ils sont pas là par choix, ils sont payés, ils peuvent se faire virer, bon.
Mais dans une équipe spontanée, type associatif, choses comme ça, on dit souvent qu'il n'y a que 10% des mecs qui font le boulot. C'est tout. Et les 90 autres disent, mais moi je bosse, hein, attention. Hein. Ben, en vrai, ils bossent pas. Ils viennent aux réunions, ils donnent leur avis quand on leur demande. Ils sont là pour ça. Mais voilà, c'est tout. Et dans la politique citoyenne, c'est la même chose. C'est la même chose. Facialement, vous êtes 150 dans l'équipe. En vrai, il y en a 15 qui font des trucs. Moi, je l'ai expérimenté. Hein. Donc, quand c'est la guerre et que Jean Moulin dit un truc, on y va. Mais là, comme demain, j'ai toujours mon salaire, a priori, ouais, bon, la bouffe augmente, mais quand même de quoi bouffer. Effectivement, c'est le propre de cette situation un peu crépusculaire qui rend un peu compliqué l'engagement pour certains. On va prendre une autre question de notre ami Raphaël Topali, qui vous demande si vous ne pensez pas que le refus de la représentation politique, si ce n'est pas l'écueil fatal à tous les mouvements sociaux depuis des années. Bien sûr. C'est évident. Parce que personne pense la transition. Et le nom de la sauce qui héberge le gouffre, c'est qu'on l'a appelé la transition pour ça. Donc, une situation A, une situation B, c'est bien gentil de fantasmer la démocratie pure et parfaite, l'anticapitalisme pur et parfait, qui ne serait pas le communisme, il n'y aurait pas de goulag, mais tout le monde serait heureux. Tous fonctionnaires, Bernard Friot, ce genre de truc. C'est très bien d'imaginer des utopies, j'adore. Mais s'il n'y a pas le schéma de comment on arrive à l'utopie, comment on lisse les choses en route pour pas qu'il y ait trop de gens laissés sur le carreau, qu'il n'y ait pas trop de pertes, de dommages collatéraux, voire qu'il y en ait vraiment aussi pas du tout, en attendant d'arriver à l'Eldorado, le mec qui n'est pas capable d'expliquer comment il le fait, ça vaut rien, son explication, rien. Et dans comment on y va, il y a l'autorité, il y a la direction, il y a la hiérarchie, bordel. Et après 4 ans de gilets jaunes, ils n'osent pas le dire. Ils savent que c'est vrai. Ils l'ont vu. Ils l'ont constaté partout. Toutes les réunions, les AG, les machins sans direction. Ça ne va nulle part. Nulle part. Mais leur refus de la représentation s'articule aussi sur un argument. Alors, l'argument principal, c'est notre représentant, il va nous trahir. Ou il y a l'argument d'Étienne Chouard qui est juste, qui est dans un grand pays, pas à l'échelle de la mairie, mais à l'échelle du pays, pour se faire connaître, pour pouvoir avoir le temps de se faire connaître, avoir le temps d'imprimer chez les gens, etc. Il faut beaucoup de temps, il faut de l'argent, fatalement. Et donc, c'est ouvert à une certaine caste, soit ceux qui ont énormément d'argent, soit ceux qui arrivent à convaincre ceux qui ont énormément d'argent de leur donner pour servir leurs intérêts. Tout ça, c'est vrai. Mais comment on fait autrement? Comment on passe à la phase où on va voter tous les week-ends? Il faut bien à un moment donné que Étienne Chouard, le roi de la représentativité totale, ait un blog qui s'appelle etiennechouard.org. Ça s'appelle pas la joyeuse démocratie. Voilà. Et ça, leur faire avaler ça, putain, c'était dur. Et j'y suis pas arrivé. Et je voulais pas que ce soit moi le chef. Hein. Genre disant, on élit Jérôme Rodriguez, moi je m'en fous. Il est cool, Jérôme. Il est sympa. Ah, il est sur la ligne gilet jaune historique. Allez, on y va, on l'élit chef. Avançons, faisons quelque chose. Et s'il se plante le mardi, c'est pas grave. Il aura raison le mercredi, le jeudi, et au moins on avancera. Mais ça, c'est niet. Niet. Je peux vous dire que dans les syndicats, c'est pas pareil. Hein. Ah, c'est pas pareil. Hein. Mais le chef de section, la section, la machin, truc, dans telle branche, avec attention, on en réfère à Paris. Paris dit non, tu la fermes. Ok, d'accord. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On n'organise pas un 1er mai avec des fleurs et des pâquerettes. Oui, mais eux, ils n'avancent pas. C'est des hiérarchies qui sont assez sclérosées quand même. Ils n'avancent pas parce qu'ils ne veulent pas avancer. Oui, c'est leur métier de ne pas avancer. Ils voulaient avancer. Ils ont les outils pour. Nous, on avait la volonté, on n'avait pas les outils. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On leur a dit, voilà, on a tout retourné en spontané, Bakounine 100%, tout retourné. Mais là, on est à bout de souffle. C'est le spontané, ça dure 3 mois. Maintenant, il faut que vous bloquiez les raffineries. Il faut expérience P68. Et c'est là, le rendez-vous manqué, c'est celui-là. Et il y a une rancune qui n'est pas prête de s'enlever. Vraiment. Vraiment. Donc après, pour la suite, faut faire sans eux. Faut abandonner tout espoir en tout ce qui n'est pas nous-mêmes. Voilà. C'est à ce prix-là qu'on comprendra qu'il faut commencer à s'auto-organiser, comme les Gilets jaunes l'ont fait, avec un succès jamais vu.
On en a parlé dans le monde entier. Hong Kong, gilets jaunes géants, Allemagne, ils avaient tous gilets jaunes, Italie, même aux États-Unis. On recevait des messages du monde entier tous les week-ends. C'est pas compliqué, pas si compliqué que ça. Mais voilà. Personne connaissait Drouet quand il a appelé au 17 novembre. S'il avait été connu, s'il avait été chroniqueur sur CNews ou sur BFM, personne ne serait jamais venu. On se serait dit, on veut pas rouler pour ce mec. On va pas s'enrôler, prendre des risques physiques pour ce mec qui peut nous rouler du jour au lendemain. C'est vrai, c'est normal. Par contre, l'inconnu patron du club de tuning, lui, on sait qu'il va pas nous rouler, il a pas les moyens. Il peut pas. Il a pas ce qu'il faut pour. Donc, investissons-le de cette charge symbolique. Et ça a fonctionné. Lui, Priscilla, Jérôme, Fly, ça a fonctionné. Après, devait y avoir une deuxième vague avec des gens capables d'organiser des choses, d'expliquer des choses dans les détails. Boulot, Branco, moi, cette vague-là, elle aurait dû être portée plus haut. Ça n'a pas marché. Et moi qui me refuse à penser que faut pas prendre les gens pour les cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont, faut sursimplifier, une idée, une phrase, tous les trucs qu'on entend en média training. Ne rentre dans aucun détail, ça sert à rien, tu vas les perdre, voilà, fonce tout droit, machin. Moi, je me suis refusé à ça. J'ai pas fait du Asselineau 5 heures de vidéo, pas déconner. J'ai essayé d'aller droit au but et de jamais employer de jargon économique ou de choses comme ça. Mais c'est dur. C'est dur. Et les gens, on sent quand même qu'il y a eu, enfin, j'enlève le quand même. On sent que on a senti même très très fort qu'il y avait une montée en gamme. Les gens s'intéressaient aux théories monétaires. Les gens s'intéressaient à l'Union européenne, vraiment. Comment ça marche. Ils s'intéressaient à les milliardaires, les oligarques, comment ils ont fait autant de pognon. Ils se sont intéressés à comment ça marche un labo pharmaceutique qui tire les ficelles là-dedans, où sont les intérêts financiers, comment ça se passe, qui est corrompu, voilà. Et on se passait l'information, on se l'écrivait même sur les gilets. Vous marquiez derrière quelqu'un, il avait écrit sur son gilet la monnaie pleine en Suisse, c'est ça, blablabla. Putain, c'est génial, c'est fantastique. Donc, il y a une part suffisante de la population qui est prête. Je suis pas en train de dire que la majorité, hein. Pas besoin de la majorité. La majorité, elle est chez elle, elle attend de voir qui a gagné. Mais il y a une part suffisante qui est mobilisée, qui est instruite. Alors, des fois, c'est le bordel. Des fois, c'est ouais, mais la protéine Spike va nous suivre en 5G, va tous nous tuer. Et du coup, j'en vois qui remettent en cause la Lune ou voilà, en disant non, mais non, ils nous ont trop menti et tout. Les gars, c'est un piège, c'est fait exprès. C'est pour vous faire passer pour des cons. Donc, essayez de ne pas donner raison à la personne en face. Mais bon. Il faut bien donner du boulot à Julien Pain et au. Donner du boulot à Julien Pain, à Richard Rastatt et cette Sainte Trinité. Il y en a un autre là. Ah oui. Tristan Mendes France. Tristan Mendes France, oui. Grand ami de Pierre-Yves. Il faudrait qu'il se fasse un barbecue, un de ces quatre. Vous parliez d'Union européenne et des figures des mouvements sociaux récents. Et justement, on a une question là-dessus. Raphaël Topali nous demande quel est votre avis en quelques mots sur Florian Philippot. Alors, moi, c'est un secret pour personne. Je suis très copain avec Philippe Murer, qui est très copain avec Florian. Donc, j'ai le son de cloche de Philippe qui me dit tout bien qu'il pense de Florian. Et c'est vrai que quand je dis on peut pas faire du spontané, enfin c'est dur de soulever du spontané en suivant quelqu'un qui est déjà médiatisé, qui a déjà une étiquette en plus comme la sienne FN. Quand il a fait ces gros rassemblements contre le pass sanitaire à l'été 2020, j'étais sur Paris à l'époque, je suis allé en visiteur en voir certains, et je voyais toute la France qui se disait Philippot, pas Philippot, ce serait n'importe qui d'autre, j'en ai rien à cirer. Je suis contre le pass, je viens. En plus, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de gaz, ça se passe bien, on entend des orateurs, c'est très bien. Et je rentrais par le RER de ces trucs-là avec des gens de banlieue qui portaient des trucs Philippot alors que ils n'avaient pas le morphotype. de porter, d'arborer dans le métro retour 93 un gros sticker Florian Philippot. Orange, les patriotes, machin. C'est chaud quand même. Il a réussi ça.
Il a réussi ça. Et ça, c'est un gros tour de force. Et il a eu le courage de le faire d'abord avec 10 personnes, puis 50, puis 100, puis 500, 100 000. Le gros jour au Trocadéro, c'était plein à craquer. Il aurait pu se planter, il s'est pas planté. Il aurait pu inviter à la tribune des gens controversés qui auraient fait fuir tout le monde. C'est pas le cas. Il avait une programmation, on va dire, éclectique et de bon goût. Pour tout ça, je le respecte beaucoup. Voilà. Après, de là à voter pour lui, non. Je trouve qu'Asselineau a plutôt pas tort quand il dit que moi, j'aurais été à la place de Philippot. Je serais allé à l'UPR. J'aurais dit tends-moi la main, je serai ton numéro 2. L'autre aurait pas pu dire non. Et ensuite, je l'aurais bouffé. Voilà, c'est tout. Et il n'y aurait pas eu concurrence de trucs qui se rentrent dedans, on s'aime pas, on fait des vidéos l'un contre l'autre en permanence et tout. Non. On rentre dans le même marigot, il y en a un qui bouffe l'autre se met au service de celui qui a gagné, terminé. C'est ça la vie, c'est ça. Chirac, il les a bouffés avant de prendre la tête du marigot. Puis ensuite, il s'est fait bouffer. C'est ça la vie dans les entreprises, dans toutes les structures. Donc, créer des trucs concurrents juste pour avoir sa soupe, son financement, son compte en banque, c'est ça le fond de l'affaire. J'aime pas. Je soutiens pas cette démarche-là. Voilà. Mais ce qu'il a fait au RN, ou FN, ça s'appelait FN à l'époque, cette inflexion de la ligne, cette capacité à occuper tous les médias au nom du FN sans jamais parler d'immigration, mais en parlant d'Union européenne, d'industrie, de services publics, oh. Chapeau, chapeau. Mais si tu es vraiment pour le Frexit, Florian, vraiment pour le Frexit, bon là c'est trop tard. Ils se sont trop insultés par médias interposés. Tu aurais dû rejoindre l'UPR. Et si tu es si fort que ça, ce que je pense, ça aurait sauté aux yeux des adhérents en 30 secondes que tu passes beaucoup mieux médiatiquement que François. Et donc, il t'aurait choisi, toi. L'autre aurait pris sa retraite parce qu'il n'aurait pas supporté d'être numéro 2, il se fait piquer son parti. Mais c'était ça, la logique des choses. Montrer de l'union et que le meilleur gagne. C'est sain. C'est parfaitement sain, même si ça a l'air d'être un affrontement de crabes. On s'en fout, nous, qu'il y ait un des deux crabes qui claque et qui repartent avec une patte en moins. On s'en tape, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est un véhicule qui fonctionne. Les chefs, ils sont là pour être usés. Hein. À l'armée, dans les boîtes, partout. Moi, je suis pas en train d'essayer de changer l'âme humaine, hein, l'anthropologie profonde. Hein. Je suis en train d'essayer de faire avec ce que j'ai. Et honnêtement, j'ai trop peu, j'ai rien. Moi, après, il y en a d'autres qui ont. Hein. Mais, gloire à eux, on va voir ce qu'ils en font. Effectivement, sujet de la guerre des chefs est une thématique qui freine depuis quelques années le mouvement souverainiste et on peut que s'en attrister. Et pourtant, comme dit Pierre-Yves, le niveau est très 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 élevé par rapport au reste du paysage politique, en termes de culture historique, en termes de même d'épaisseur doctrinale et théorique. Voilà, moi, je juge les gens à ce qu'ils sont capables de prévoir. Mon premier livre est un livre de futurologie. Je prévoyais, je l'ai commencé en 2014, j'avais déjà décidé la date 2023, j'ai dit dans 9 ans, ça va être le méga bordel. Alors qu'à l'époque, tout allait bien, entre guillemets, c'était le bordel déjà, mais pas, ça sortait pas comme ça. Et moi, je me fie à ça. Je sais qu'au Cercle Aristote, on aime bien prévoir des trucs qui arrivent. C'est pour ça que j'ai une grosse confiance dans la production du Cercle. Il n'y a pas d'autre raison. Hein. C'est la preuve qu'on a la bonne grille de lecture. Globalement, il n'y a pas une seule grille pour tout. Mais sur le sujet dont on parle à l'instant T, si on a la bonne grille, on peut prévoir relativement. Et là, je vous dis, on peut prévoir tout. Enfin, c'est cadeau maintenant. La situation est tellement simplifiée, manichéenne. Macron réélu, on pouvait donner les chiffres, on pouvait donner la dynamique, on pouvait tout donner. On avait tout donné, je veux dire. Et ça s'est appliqué tel quel. Il n'y a aucune surprise. Du coup, vous mettez une pièce sur le Panda du Havre pour 2027 ? Alors, là, en fait, quand les dés sont rebattus et qu'on change de personne, c'est plus compliqué. Le Panda du Havre, moi, il me fait peur. C'est-à-dire, indépendamment du passif, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui a ordonné à Darmanin sur nous. Mais c'est même pas pour ça que je lui en veux. C'est je le trouve terne et il fait peur. C'est-à-dire que sa maladie, qui n'est pas une maladie grave, l'alopécie, c'est pas méchant, mais c'est une maladie esthétique. Et le problème, c'est
doit représenter physiquement la France, l'amigo, là. Donc avec 3 poils blancs ici, 2 là, un truc là, et machin, c'est plus oncle fétide enfin que un fringant président de la République. Et l'heure est aux femmes. L'heure est aux femmes. Donc ils vont nous envoyer Yael Braun-Pivet ou une des X inconnus du gouvernement. J'ai repris la liste avec un copain la dernière fois, il me dit « Oh, je m'intéresse à plus », je dis « Bon, on va voir ». Effectivement, il s'intéressait vraiment. Sur 44 ministres secrétaires d'État, il m'a trouvé 9 noms. On est gouverné par des inconnus, totaux. Et il y a une nana qui sortira du lieu, de ça, sûrement. Et on dira, regardez, elle est parfaite, pour faire une Poutine Medvedev avec Macron. Bon, c'est ça l'idée. Alors, depuis le début, il paraît que lui, son plan de carrière, c'était 10 ans à l'Élysée et ensuite président de l'UE. Président du Conseil de l'UE. Je pense que ça, c'est mal barré, quand même. Je pense que c'est mal barré. Sa réputation internationale est calamiteuse, donc si l'Europe veut se faire des ennemis partout, elle le nommera, mais ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Donc du coup, il va essayer de faire une Poutine Medvedev. Bon, en tout cas, ce sera pas Marlène. Non. C'est un peu grillé pour 3 siècles. C'est un peu compliqué. Ouais. Revenons au sujet. Bruno Le Maire qui se voyait candidat. Vous êtes à la place de Bruno Le Maire et vous avez un écrivain prix Goncourt, presque prix Nobel, qui écrit un livre. Je parle pas de Bruno Le Maire, hein, je parle de Michel Houellebecq, dans lequel le ministre de l'économie s'appelle Bruno, devrait être le président naturel du pays suite au dernier président qui est un jeune fringant ex-banquier, bref, machin. Le ministre de l'économie Bruno, dans toute sa modestie, dit mais non, voilà, je vais soutenir le plan du président qui est de mettre Cyril Hanouna, qui s'appelle dans le bouquin Cohen, machin, enfin, histoire qu'on soit bien sûr que c'est lui, devient président, mais l'autre est Premier ministre, et c'est lui le vrai président, parce qu'il sait tout, il est fort, et tout. Mais vous mettez à la place de l'ego de Bruno Le Maire quand vous lisez ça. Et pourtant, ça marchera pas, parce qu'il parle d'anus en permanence, il peut pas s'empêcher. Donc là, je pense qu'il s'est grillé quand même. J'espère. Oui. On va prendre une question qui va nous replonger justement dans le mouvement social et dans les manifestations dans le terrain. On a une question de notre ami Chando qui nous demande si les manifs qui fait le constat que les manifs de gauche refusent les signes RN, mais qui nous demande si les électeurs du RN sont présents justement dans les manifestations syndicales et dans les mouvements syndicaux. Il y a même là, je crois, la Nouvelle Action Royaliste, je m'abuse. Un groupe royaliste a officiellement appelé sur ses réseaux sociaux à venir grossir les rangs du Premier ministre. Et ça, c'est typiquement Gilets jaunes. Venir grossir les rangs d'une manif qui n'est pas la nôtre, parce que c'est pas grave, il y a un momentum et il faut le saisir, quitte à venir page blanche. Je ne viens pas avec mes insignes UPR, les Patriotes, Royalistes, RN, ou ce que vous voulez. Mais je viens grossir les rangs et éventuellement impulser un petit peu. C'est-à-dire que si tout le monde commence à leur dire « baisse le son de ta sono, il y en a marre d'écouter Guetta, je ne suis pas venu pour ça », peut-être que si tout le monde leur dit, au bout d'un moment, ils vont peut-être le faire. Je ne sais pas. Mais il faut se saisir des occasions. Il ne faut pas leur laisser ça. Et au 1er mai, j'ai vu quand on leur avait laissé. C'était très fonctionnel. Et il ne faut pas y aller en groupé. Pas genre, nous, on est les royalistes, vive le roi, on a tous une fleur de lys et on y va. Non, là, on arrive en meute, c'est mal vu, service d'ordre, antifa, tout le tralala. Il faut grossir les rangs parce que ce mouvement social appartient à tout le monde. À tout le monde. Et si tout le monde y va, c'est plié. Si on arrive à les déborder, c'est plié. Les flics, on les a usés quand même, hein, pendant des années. On les a empêchés de dormir, on les a empêchés de passer des week-ends pendant des années. Les militaires regardaient ça, attentifs, en se disant, bon, quand est-ce qu'ils nous appellent, nous? Qu'est-ce qu'on fait le jour où ils nous appellent? Et plus le temps passe, moins les chances du gouvernement de se faire sauver sont fortes. Elles sont toujours au-dessus de 50%. Hein. Mais le temps use, il ne joue pas pour eux. Donc nous, on doit toujours se tenir prêt à grossir tous les rangs qui passent. Et ça peut être la grosse manif de Paris, comme la moyenne manif en région ou autre. N'importe quel type d'action. Il faut se mélanger.
Dans les Gilets jaunes, on avait Thibaut qui se promenait avec son Sacré-Cœur là et qui se revendiquait royaliste. Il allait dans les réunions Antifa et tout. Génial ce mec. J'adore ce mec. Il arrivait à discuter avec eux. Parce qu'il n'était pas avec ses 15 potes. Il était face à eux en mode, bah, vous pouvez me casser la gueule si vous voulez. Ça fera juste de vous des lâches, hein, mais sinon discutons. Avec le sourire sympa. Ça passait, c'était génial. Génial. Il causait avec les cerveaux non disponibles, qui sont du gaucho hard, quoi. Donc, ça se passait bien. Donc, ces jonctions-là, elles sont possibles. On le sait, on l'a vu. On l'a vu pendant des mois. Il n'y avait pas que les samedis. Il y avait les réunions en semaine, il y avait les actions en semaine, et tout le monde était mélangé. Donc, c'est possible, on l'a vu, on le sait. Il faut juste le reproduire à l'échelle d'après, l'échelle du dessus, avec tous les soutiens qu'on n'a pas eu à l'époque et qu'on devra avoir la prochaine fois si on ne veut pas ressortir pour rien ou juste pour compter les blessés ou les morts. Tout à fait. On a une seconde question de Chando sur le 1er mai qui nous dit qu'il a vu, et donc du coup je pense qu'on va pouvoir parler de la gauche, le 1er mai dans le cortège de Montpellier, énormément de drapeaux palestiniens et il n'a pas compris pourquoi. Est-ce que vous avez une explication ? Parce que le combat pour la Palestine, qui est un combat parfaitement louable et moi, personnel, j'en fais pas mon combat à moi, mais je comprends tout à fait, est un énorme marqueur de la gauche de combat, on va dire, depuis des décennies. Enfin, c'est pas une surprise. Il y a des drapeaux du monde entier dans ces manifs-là, sauf le drapeau français. Après, moi, j'ai peut-être un prisme aussi. J'habite pas Montpellier, j'habite le 93 et j'ai fait les manifs parisiennes où effectivement la tendance est plus à gauche. Après, vous allez dans le sud-est, vous allez dans le Vaucluse, tous les ronds-points sont de droite, tenus que par des anciens électeurs RN. Ah, c'est monolithique. Il y a des régions où il n'y a que de l'électeur LFI. Du coup, il n'y a pas besoin de revendiquer, il n'y a pas besoin de récupérer. Il y a juste, voilà. Paris, c'est, on va dire, c'est mélanger tendance gauche. Tous les leaders, par exemple, toutes les figures. Boulot, c'est un coquinou. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Mais tous les autres, ils se revendiquent de gauche. Vous leur demandez de choisir gauche-droite, ils choisissent gauche. Et sans hésiter une seule seconde. C'est comme ça. J'aurais préféré que ce soit un peu plus équilibré. Il y a un des déclarants de manif parisienne, il y avait un couple gauche-droite dans les déclarants de manif parisienne. Ça équilibrait un peu. C'était bien. Effectivement, ce sujet du drapeau est intéressant et je me souviens des manifs anti-pass et ça m'avait pas mal surpris d'avoir vu justement dans des grands cortèges parisiens énormément de drapeaux français, beaucoup plus que d'habitude du coup. On est choqués du coup, on est tellement pas habitués. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est en juillet, je suis pas au courant. Mais oui, ça fait du bien. Voilà. Parce que c'est ça au final qui nous unit. Un coup, ça va être la haine du pass sanitaire, un coup, ça va être autre chose, un coup, ça va être les retraites, mais le vrai fil rouge, c'est ce drapeau, il n'y en a pas d'autre. Tout à fait. On a parlé donc de ce fil rouge et de ce symbole de ralliement. On va peut-être parler de ce que pourrait être l'étincelle. Votre premier ouvrage, c'est de la futurologie. Et justement, notre ami Mister Poutre nous demande si les prochaines taxes carbone ou taxes sur l'eau ne pourraient-elles pas justement fournir l'étincelle ? En fait, l'étincelle des Gilets jaunes, c'était déjà la taxe carbone. Qui était un joli nom pour dire on augmente le prix de l'essence, on se gave déjà, on va se gaver encore plus, et puis l'Europe nous pousse à le faire en plus, donc faisons-le. Avec le précédent des bonnets rouges, qui était plus local, mais avec une... Alors, exactement. Et j'avais dit dans mon premier bouquin, on sortait de Nuit debout, et il y avait eu les bonnets rouges juste avant, et dans mon bouquin, je disais, la prochaine révolution ne sera pas Nuit debout, ce sera bonnet rouge. C'est-à-dire alliance de petits patrons avec leurs employés qui vont manifester ensemble, pour incendier la préfecture. Et pas, on se met place de la République tous les soirs pour se vanter d'être prof de fac et donner des cours gratuits d'astrophysique à des gens qui n'ont rien à foutre, mais juste pour dire, regardez, je suis prof de fac, j'ai un PhD et je suis trop fort. Comme je suis de gauche, je déguise mon ego sous d'autres trucs et puis entre 3-4 crasseux qui jouent du djembé. J'ai fait Nuit debout, hein. J'ai participé à énormément de soirées à Nuit debout. On ne s'entendait pas parler. Parce que personne n'osait dire aux Maliens qui jouaient super bien du djembé, je suis percussionniste, je travaille dans la musique, moi je me régalais. Mais ils étaient 10 et ils bourrinaient. Il y avait un cercle où tout le monde se passait la parole. On faisait semblant
qu'on entendait ce que disait la personne, alors que personne n'entendait rien. Mais personne n'allait dire aux Maliens de s'arrêter ou de baisser le jeu. C'est interdit, c'est possible. On respecte l'art, voilà. Donc Nuit debout, ça pouvait pas marcher. Donc oui, gilet plutôt bonnet rouge. Mais alors, quelles étaient les questions du coup? Je me suis un peu perdu. Excuse-moi. Donc la question, c'était sur le fait que les prochaines taxes carbone et éventuellement les taxes sur l'eau, et on voit le sujet des restrictions sur l'eau et de sécheresse à venir. Les restrictions, les gens n'aiment pas, les taxes non plus. Après, que ce soit n'importe quel type de taxe, de toute façon, ça peut pas être pire que l'inflation. Moi, là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais chez Leclerc ou Franprix, c'est les prix d'avant, mais avec une super taxe carbone, ou appelle-la comme tu veux, de 30 ou 40%, en fait. C'est les mêmes produits, juste sont 30 ou 40% plus chers. Aucune taxe ne peut faire ça, parce que tu constates 2 fois par semaine quand tu vas faire tes courses, quoi. Moi, ce que je disais dans mon bouquin, c'est que le déclencheur allait être que toutes ces années-là allaient servir vraiment de la situation se dégénère et se dégrade vraiment petit à petit, tout est bien pourri. Et j'avais calculé à peu près la prochaine crise financière. J'avais vu qu'ils tardaient à remonter les taux, qu'ils allaient continuer à tarder de les remonter, donc j'avais pris un délai bien raisonnable et j'avais dit la crise financière c'est 2022, du coup la révolution c'est 2023. J'actualise tout ça en disant que la crise financière c'est 2023, et du coup la révolution sera peut-être 2024. Voilà. Mais alors moi je suis pas comme le GIEC, je prends pas des prévisions à 50 ans où je serai mort quand ça arrivera. Vous pourrez me rappeler et dire Grimal il s'est emballé. Voilà. La crise financière, même Jacou Attali le dit, c'est bien que c'est vrai. Il le dit juste pour pouvoir dire je vous l'avais bien dit. Mais là, on a dépassé le moment Minsky. On a déjà les banques intermédiaires qui sont tombées. On a déjà eu 1 ou 2 grosses banques qui sont tombées. Elles ont été sauvées parce qu'elles étaient sauvables en contournant la loi, en faisant n'importe quoi. Mais comme c'était les premières, elles étaient sauvables. Maintenant, c'est les mid-banques US qui tombent à tire-larigot. Le moment Minsky, c'est quand les taux d'intérêt remontent au-delà de la rentabilité de tous les projets foireux qui ont été financés pendant des années par les taux zéro, les taux bas. Sauf que les taux étaient 0, donc il suffisait d'avoir une rentabilité à 1 pour avoir un projet viable. Ça remonte à 3, 4, 5, 6, votre projet à 1%, il fait faillite demain matin. Voilà. Il est pas refinancé, c'est fini. Donc là, ça commence. L'immobilier, on l'a vu marquer un coup d'arrêt, particulièrement à Paris. Ça avait baissé partout, dans le monde entier, en 2008, sauf à Paris, où ça avait stagné 2 mois et c'était reparti en flèche parce que fait un Chinois qui fait son premier million quand même, faut pas déconner, mais on va dire sa première dizaine de millions, il achète un pied à terre à Paris. Idem pour l'américain, le russe. Le russe aurait un peu de mal aujourd'hui. Ça se maintenait. Là, à Paris, c'est fini, ça s'est arrêté et ça redescend. Ça, s'il n'y a pas signe plus avant-coureur que ça, je ne peux pas vous trouver autre chose. Les copains dans les banques disent la même chose. Ils disent qu'ils ont des messages en interne qui disent planquer vos miches. Planquer vos miches. Et dans un langage de banquier, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire on sort discretos d'à peu près tout. Les Rothschild ont quitté la bourse, paraît-il, 2 mois avant la chute de la Silicon Valley Bank. Hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Les signaux faibles, c'est même plus faible là. Là, c'est plus le canari dans la mine. Là, c'est le canard qui gueule à tout bas. Donc, et comme on a dit au patron de la Fed, mais vous allez provoquer une récession énorme comme celle de 2008. Il a dit, soit c'est ça, soit l'inflation passe à 20%, donc on va continuer comme ça. Donc maintenant, ils assument à 100%, ce qui n'était pas le cas en 2008. En 2008, c'est on n'a jamais fait ça, on ne sait pas trop, les injections dans l'économie, on va expérimenter des montants, mais vous allez voir, ça va marcher. Là, ils disent, on reproduit la même chose, donc les mêmes causes produiront les mêmes effets, mais c'est ça où l'inflation à 20%. Qui grignoterait les dettes qu'on veut que vous payiez? Donc, on préfère l'inflation bousille la rente, comme chacun sait, donc les rentiers n'en veulent pas. Ils préfèrent le chômage. Ils vont l'avoir. Mais avec le chômage et sa cortège je ne sais plus, c'est la citation de Blier, le chômage et son cortège de misère, voilà, ouais, ça haine aussi. Ça haine aussi. Voilà, la haine pour ceux qui sont responsables de ça. Et c'est là que ça peut commencer à s'étendre parce que ça touche les liens familiaux. C'est-à-dire, vous êtes un boomer,
vote Macron, anti-gilet jaune, et vous expliquez à vos copains que tout va bien, l'économie libérale, c'est super. Arrive votre fils qui sort de la fac, 24 ans, il a son master, c'est super, il va cartonner, et là, il cartonne pas, il trouve pas de taf. Eh ben, tout boomer qu'il est, l'autre, il va commencer à réfléchir. Parce qu'il va se dire, non, c'est pas possible, j'avais programmé un truc, moi. J'avais programmé un truc. J'éduque bien mon enfant, il a un master, il y a un contrat quand même. Contrat rompu. Et là, c'est parti. Selon moi, la partie, on va dire, classe moyenne inférieure déclassée, qui a versé dans le prolétariat et qui est à l'origine des Gilets jaunes, ne suffit pas. C'est pour ça que moi et d'autres, on a essayé de faire une jonction avec la classe intermédiaire, classe de manager, classe d'intellectuels. Les managers pour l'organisation, les intellectuels pour la doctrine. S'il n'y a pas cette jonction, on ne sait pas pourquoi on se bat. On se bat pour les feux d'artifice, on se bat pour la fraternité, on se bat pour retrouver les copains le samedi ou le mardi ou ce que vous voulez. Mais on ne se bat pas encore pour quelque chose et du coup, on ne se bat pas jusqu'au bout. Et donc, cette jonction-là reste à faire. Et le cercle Aristote contribue à la faire dans des proportions assez formidables et je tiens à redire toute mon affection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On commence, l'heure commence à tourner. On a encore énormément de questions. On remercie tout le monde dans le chat pour alors, dis-moi questions. Si je peux faire plus court dans les réponses, peut-être, histoire de passer plus de questions. Non, mais pas de souci. Je ne sais, il nous reste quand même peut-être une dizaine de questions. Je sais pas si on fera tout. Je suis vraiment désolé pour tous nos auditeurs et tous nos abonnés qui suivent et qui nous posent des questions très intéressantes. Ce sera peut-être l'occasion de vous faire revenir, pourquoi pas. Je pose ça comme ça. On va remercier Boudsoa qui a pris un 7e mois d'abonnement. On le remercie pour son soutien. Quelle question on va prendre? Une question assez intéressante sur un autre fait, une autre actualité qui pourrait être une raison pour un nouveau mouvement. Mega Duanrad nous demande s'il y aura un mouvement contre l'euro numérique. S'il y en a un, j'en ferai partie. Mais c'est flou pour le moment, ça. Je suis pas certain. Je pense que c'est tellement complexe que ce sera dur de mobiliser là-dessus. Alors que pour autant, ce qui me rassure sur pour moi, le jour où le cash disparaît, on est en dictature et c'est fini, c'est terminé. On sortira de la dictature quand on reviendra au cash. C'est le critère ultime de la dictature. Mais je pense c'est pas de sitôt qu'on va sortir totalement du cash parce que toute l'économie parallèle, la drogue, la prostitution, les réseaux qui bénéficient de ça, ils mettent leur argent où? Une fois qu'il est blanchi par des banques, dans des banques, ça profite à tout le monde. On sait qu'il y a des hommes politiques qui ont touché sur le trafic de cannabis ou d'autres choses, on sait la French Connection, on sait toutes ces choses-là. Donc, vous faites disparaître le cash d'un seul coup. Wow. Le manque à gagner sera fantastique pour tous ces trucs-là. S'il faut avoir un marqueur, un traceur, une ligne à chaque fois pour chaque transaction, ce ne sera pas possible. Donc, on ne peut plus tromper sa femme ou son mari, on peut plus rien faire sans cash, d'illégal ou d'immoral. Sauf qu'on sait très bien que les forces immorales de ce monde qui ont tendance à le diriger le plus souvent ont besoin de cash. Ils ont commencé en mettant un billet de 500 € que personne ne leur a demandé, qui était le plus gros billet du monde, puisque avant c'était le billet de 100 $, c'est déjà pas mal. 500 € c'était du délire. 1 million d'euros, c'était ça. Très facile à passer. Hein. Très, très, très facile à passer partout. Hein. Ils ont fini par enlever de la circulation le billet de 500 parce que personne n'en voyait jamais, à part dans les valises qui transitaient en Suisse et tout ça. Donc, c'est pas demain la veille qu'ils vont enlever le cash. L'euro numérique, saloperie, ça fonctionnera si les gens l'acceptent de l'utiliser comme toutes les monnaies. S'ils n'acceptent pas de l'utiliser, ça ne marchera pas. S'il ne vaut rien sur les marchés, ça ne marchera pas. S'il n'est pas pratique, mais qu'il vaut beaucoup, on le gardera en épargne. Mais c'est tout. Est-ce qu'on va tous passer au Bitcoin Wallet comme ça dans les 2 ans à venir? Ça m'étonnerait. Beaucoup.
Parce que moi, qui suis technophile, qui m'intéresse à tout ça, qui est des gens du milieu qui m'ont expliqué comment fonctionne une blockchain et tout ça, j'ai pas confiance. Donc, je me mets à la place des gens pour qui c'est du chinois. Ils n'auront jamais confiance. Tous les gens au-dessus de 45 balais, on va dire, 50 balais, vous les perdez tous. Fini. Tous. Donc, parce que justement, on a aussi dans les médias mainstream cet argument, enfin, qui n'en est pas un, mais du Bitcoin comme justement vecteur de la criminalité, du blanchiment. Ah, oui, comme vecteur d'opacité, oui, totalement. Mais après, il y a la théorie de ceux qui disent que le Bitcoin, c'est l'arme révolutionnaire dont on doit se saisir, même si elle a été créée par, pas trop qui, mais là, que c'est une force révolutionnaire dont on doit se saisir pour avoir notre monnaie à nous et utiliser les cryptos pour avoir notre monnaie à nous. Non, c'est pas ça, une monnaie à nous. C'est pas ça, une monnaie souveraine. C'est pas 3 bouts de code éparpillés sur la planète auxquels personne ne comprend rien. Je débarque avec un aimant ou un pot hacker et c'est fini. It's gone. Donc, c'est pas ça, la monnaie souveraine qu'on attend. C'est pas ça, le nouveau franc qui va être utile aux gens et aux bassins d'emploi. Ça peut pas se passer comme ça. Donc après peut-être je suis vieux jeu. Hein. Peut-être il y en a qui nous écoutent, ils sont à fond là-dedans, ils se disent ils connaissent rien. Sûrement. Mais c'est pas parce que vous y connaissez quelque chose que ça va marcher. Voilà. Par contre, l'intelligence artificielle, ça c'est une autre affaire, hein, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Effectivement, ouais. Justement, pour revenir sur le sujet de ce soir, qui est vraiment les mouvements sociaux, et effectivement, c'est très intéressant d'avoir votre expérience de terrain, à la fois de terrain et de doctrine, mais sur le côté terrain, Mega Dionra toujours nous demande s'il serait concevable de justement monter un service d'ordre qui pourrait neutraliser, filtrer les black blocs. Alors, l'histoire du service d'ordre des Gilets jaunes. On est mi-janvier, ça fait qu'un mois que ça existe. Et il y en a qui se disent il nous faut un service d'ordre. Attends, c'était mi-janvier ou février? Non, c'était février, je crois. Parce que Jérôme était déjà blessé. Et les gars qui avaient eu l'idée de créer le service d'ordre se disent on va s'en servir pour protéger Jérôme et un certain nombre de personnalités, et puis pour essayer de virer les perturbateurs qui jouent pas le jeu. Au bout de 25 secondes, un des types de cette équipe était en photo sur tous les sites Antifa, Victor, je ne sais plus comment, ancien paramilitaire, tendance extrême droite, machin. Ça leur a suffi pour déclencher une phase de no passaran. Quand ils ont su que c'était le premier acte avec ce service d'ordre, les Antifa ont débarqué et ont provoqué une fight immédiate. Ils ont mis une pression énorme sur Jérôme, je les ai vus faire. Énorme. C'était avec nous ou contre nous. Voilà. Ils pourchassaient, c'était l'époque où ils pourchassaient ce pauvre Vincent Lapierre, qu'on voyait courir à travers les Invalides comme un dératé pour pas se faire péter la gueule. L'acte d'après, ils ont défilé en Légion romaine. Ils étaient 150, tous en noir. Oui, ce bras-là, on sait pas trop. Il marchait au pas. Vraiment. Et tout en bas. Démonstration de force au milieu du cortège. Comme ça. C'est chez nous, c'est pas chez vous. Vous n'aurez pas de service d'ordre, sauf si vous nous appelez nous. On veut bien faire service d'ordre, mais à notre manière. C'est-à-dire la très orwellienne commission Accueil et Sérénité de Nuit debout, dont le travail Antifa était de virer tous les mecs un peu identifiés. Ce sont des catalogues hein, sur les sites Antifa, je le sais, j'ai ma fiche. Et pourquoi j'ai ma fiche sur les sites Antifa? Parce que j'ai fait une conférence au Cercle Aristote. Désolé. C'est le seul argument qu'ils ont pour la création de la fiche. Non mais vous vous rendez compte? Donc, moi, dans mon premier bouquin, je me disais, je racontais une révolution qui réussit. Enfin, je mettais les conditions en place, je vérifiais si elles étaient là, je tirais un peu les fils, et une fois que les conditions étaient là, je voyais ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'était que dalle, puisque les Antifa arrivaient pour essayer. Donc, j'avais dit, il y a une condition, sine qua non, c'est que les Fafounais, les Antifafounais, Battle Royale, les amis, voilà la place de la République ou la place de l'Étoile, celle que vous voulez, hein, on ferme tout, on vous laisse vous entretuer, il en reste un seul à la fin, c'est la règle, on lui donne une médaille, parce qu'il aura été brave, qu'il soit Antifa ou Fafounet, on s'en fout. Et voilà. Et maintenant, soyons amis, entre Français.
T'as voté quoi, toi? Je m'en fous. Pas mon problème. Tu votes ce que tu veux, c'est pas mon problème. Voilà. On a une mission qui est de dézinguer le poudré. Tout à fait. On va prendre une dernière question avant de se quitter. De notre ami Raphaël Topali, qui est, je pense, un très très bon faillot, car il commence sa question par Monsieur Grimal est brillant. Alors, vous aussi. Ou très fin psychologue. Alors, si vous aviez à synthétiser 3 conseils pour le combat politique en quelques mots. Le premier, ce que je dirais tout à l'heure, c'est accepter l'autorité. Ça veut pas dire ne pas la contester, ça veut pas dire ne pas essayer de l'influencer, ça veut pas dire ne pas avoir son libre arbitre, ça veut pas dire ne pas être capable de quitter un endroit qui nous plaît plus pour monter éventuellement même quelque chose de concurrent comme Philippot. Tout ça est parfaitement possible, mais à condition d'accepter la notion d'autorité. Alors je sais que dans les milieux de droite, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Enfin, il n'y a même pas besoin de le dire. Dans les milieux de gauche, accusation immédiate, fasciste, autoritaire, les égos. Bon, tout le monde a de l'ego, il faut l'accepter. Que tout le monde a de l'ego. Moi, quand j'étais en campagne, je disais non, mais quand même, les gars, vous êtes gentils, c'est mon fric. Alors, l'affiche, toi, tu veux pas cette photo-là parce que tu t'aimes pas dessus, parce que c'est une photo collective. Mais le groupe a voté pour cette photo, donc tu vas arrêter de nous emmerder. Et ouais, ton ego de candidat. Je mets toi, t'es dans une équipe de candidats à la présidentielle. Donc, tu penses comme 0,0001% de la population est dans l'équipe d'un candidat à la présidentielle, on est d'accord? Donc, tu te penses capable d'être dans le top 0,0001%. Il est où ton ego à toi? Pourquoi tu laisses pas la place à quelqu'un de plus compétent que toi si tu as si peu d'ego? On en a tous. Et il faut jouer avec, se démerder pour que ça marche, le mettre de côté le plus souvent, pour et selon moi, se suivre les bonnes idées formulées par des gens qui ont des pieds sur terre. Fuir les utopies qui ne prévoient pas la transition. Très. Quelle est ta transition? Point A, c'est aujourd'hui. Point B, je vois bien où tu veux aller. Comment tu y vas? C'est la seule question à laquelle tu dois répondre. À ces conditions-là, on peut mener un combat politique, je pense, dans des conditions saines et sereines. Voilà. Ensuite, il y a un aspect technique qui est qu'effectivement, on est écouté dans tous les sens. Alors au début, c'était parano dans tout. On ne pouvait pas faire une réunion sans mettre tous les téléphones dans des boîtes en alu qu'on mettait à l'autre bout de l'appart ou du lieu où on faisait les réunions, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'un type avait une caméra ou qu'un tel a disparu du jour au lendemain, quand on a commencé à se demander si c'était pas un indice de police. En fait, moi, là-dessus, je me base sur le révolutionnaire russe Victor Serge, qui dit en fait, quand on avait des indices dans nos groupes communistes en 1916-17, en fait, ils faisaient le boulot. Pour être des bons indices, enfin pour être des bons agents doubles, il fallait qu'ils militent. Donc, quand on avait un doute sur un mec, on le faisait militer 12 fois plus. Et on se disait, bah, s'il est flic, eh ben, cette semaine, il a distribué 3000 tracts, le flic. Il a peut-être convaincu 300 personnes, le flic. Et on en convainc des flics. Et c'est ce que je disais à mes gars. Ils me disaient, non, mais on doit s'appeler en méga crypté sur Télécom. Je dis, attendez, vous serez écoutés quoi qu'il arrive. Tâchez de convaincre les gens qui nous écoutent que vous êtes de bonne foi, que vous avez les pieds sur terre, vous n'êtes pas des fascistes, vous n'êtes pas des tarés collectivistes. Montrez-leur que vous êtes des Français comme les autres qui se bougent le cul sur leur temps libre, avec les gamins qui piaillent derrière. C'est ça qu'il faut leur montrer et on va se faire des copains. Profitez de transformer le risque en opportunité. C'est pas évident tous les jours, surtout quand on est trahi, qu'on sait qu'on est trahi, qu'on sait pourquoi on est trahi, et là, bon, c'est... Bref. Mais voilà, il faut supporter toutes les avanies possibles et imaginables, écrémées en permanence. On se retrouve à écrémer en permanence. C'est un travail de tous les instants. C'est pour ça que dans tous les combats politiques, il y a un trou. Vous n'avez pas grand monde avant 30 ans,
pas grand monde, entre 30 et 45. Quand vous vous engagez à fonder une famille, ça prend un temps fou. Et l'engagement politique, le combat politique, prend un temps fou. Sauf que là, ce dont le pays a besoin, là, tout de suite, c'est des actifs dans la force de l'âge, qui ont à la fois la sagesse de c'est bon, j'ai plus 20 piges, je bosse, je sais comment le monde fonctionne, et en même temps l'énergie, et encore la capacité à prendre des risques. C'est cette génération-là, cette classe d'âge-là dont on a besoin et qu'on a vu dans les JO, mais qu'on voit pas dans les syndicats. Quand ils prennent une journée pour sur leur quand ils font grève pour y aller libre, mais dans tous les partis politiques aussi crèvent de ça. Ils n'ont que des étudiants et des vieux. Tous. Et c'est, entre guillemets, pas de leur faute. Et vous voyez les sociologies des partis politiques. Par exemple, j'ai fait un passage à l'UMP très longtemps. Il y avait personne au milieu. Chez Macron, il n'y a personne au milieu. PS, personne au milieu. LFI, il n'y a personne au milieu. Du coup, vous êtes tiraillé entre des gamins très idéalistes qui se contentent de symboles et des vieux plutôt conservateurs et conservateurs de leur idéologie. Et il n'y a pas pire qu'un vieux trotskiste. Il n'y a pas plus conservateur. C'est plus insupportable qu'un vieux trotskiste. Confie dans ses certitudes qui n'ont jamais marché. On s'en est tapé plein dans les Gilets jaunes. C'est une plaie. C'est le pansement du capitaine Haddock. C'est là. Donc, à fuir à tout prix. Il vaut mieux une petite équipe, soudée, motivée, unie. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a même pas besoin de désigner un chef suprême en plus. Quand c'est une petite équipe, on sait que lui, il est plutôt fort sur l'orga, lui, il est plutôt fort sur la doctrine, lui, il est plutôt fort sur la com. Lui. Et ça s'organise comme ça bien. Prenez les gens pour leurs compétences. OK ? Participer à une réunion et donner son avis quand on le demande n'est pas une compétence. Conduire une bagnole peut être une compétence. Tu sais, quelle est ta compétence ? Je n'en ai pas. Honnêtement, je ne lis pas de livres, je ne sais pas, je n'ai jamais organisé d'événements, je n'ai jamais fait de planning ou de tableau Excel, je peux pas aller sur un plateau ou faire un live, j'ai pas cette capacité-là. Ok, tu peux conduire une caisse ? Oui. Eh ben, c'est toi qui veux conduire la caisse. Tu as un rôle. Il n'y a que toi, hein. Enfin, c'est toi qu'on appelle tout le temps voilà, parce que c'est ton rôle. Voilà. Et tu trouves ta place dans un collectif. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Sinon, très vite, ça pourrit, il y a des déceptions. Il faut gérer que les déceptions. Et ça, c'est pas possible. Et après, sur la prise de risque, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas de conseils à donner. J'ai entendu tout et n'importe quoi dans les Gilets jaunes. Il y avait des plans qui auraient pu marcher s'ils avaient été mis à exécution, qui auraient pu être très spectaculaires. Et que seul notre ancien amour de la police, notre ancien respect de la police, nous a valu de ne pas organiser. Mais ça aurait pu être très spectaculaire. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'incite pas à la violence. J'incite à la mobilisation. J'incite au moins à se tenir prêt. Parce qu'il va se passer quelque chose. Là, l'inflation, elle est délirante. Rajoutez encore 30 ou 40%. Rajoutez encore du chômage. Rajoutez encore du désespoir. Mélangez tout ça. C'est la France, les amis. On va pas se laisser mourir. Du coup, pour répondre à la question, je pense qu'on peut lister 3 points. Le sérieux, la patience et une fine compréhension de la psychologie humaine. Je pense que c'est quelque chose qu'on a bien compris ce soir. La patience, c'est le point cardinal. La psychologie humaine, je pensais m'y connaître un petit peu. Je suis redescendu. Mais vraiment, redescendé de très haut. Voilà. Et effectivement, oui, c'est avant tout des qualités humaines. Avant tout, sélectionnez bien les gens avec qui vous bossez. Vraiment. Ça me semble faire une belle phrase de conclusion. Merci beaucoup Fabrice Grimal pour avoir passé cette soirée avec nous. Merci à vous, c'était très agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup au public. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Une fois de plus, on s'excuse de ne pas pu avoir tout passé, mais il y avait énormément de questions très pertinentes. Et merci à la régie, merci à la modération, merci à tous. Passez une excellente soirée, une bonne semaine et on se retrouve. J'ai pas le planning sous les yeux. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et vous serez informés du prochain événement sur Twitch. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.
Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.